the great opportunity for reset. We believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. This is a time for a great reset. Le grand ménage. Oui, donc bonjour, effectivement, le grand ménage. Donc on va commencer comme d'habitude par rappeler que Hervé Ryssen est incarcéré depuis 177 jours, mais ça on va y revenir à Hervé Ryssen. Ensuite, bon, on va rappeler pour Éric Fiorile, Rémi, Johan Nivernais. Voilà, donc là effectivement ils font le ménage. Ils font le ménage de façon précipitée, trop précipitée d'ailleurs, trop précipitée. Ils savent ce qu'ils font, mais ils le font trop vite et ça commence vraiment à se voir. Donc pour ce qui est de Hervé Ryssen, en lien vous aurez une vidéo, si elle existe encore, parce qu'elle saute à une vitesse, c'est incroyable toutes ces vidéos, du réveil des moutons qui annonce que Hervé Ryssen devrait être libéré dans le courant du mois d'avril. Donc dès qu'il sera libéré, il va faire comme il a fait avant, c'est-à-dire il va recommencer à soutenir Solveig-Mignot, Conversano et leur patron à tous, Éric Zemmour. Voilà. Donc personnes qui font partie d'un groupe qui est responsable de dénonciation, qui ont amené plusieurs nationalistes, pour donner le sens qu'on veut à ce terme, en prison. Voilà. Sinon, eh bien, concernant M. Zemmour, il va avoir le lieu de se réjouir, s'il vise Matignon ou un ministère quelconque, parce que les événements se précipitent. Vous avez donc un engorgement annoncé des hôpitaux en Île-de-France. Donc ça annonce au minimum un nouveau reconfinement le week-end pour toute l'Île-de-France. Ça va être joyeux. Voilà. Comme par hasard, en ce moment, il y a de très préoccupants incidents entre jeunes halogènes, notamment une jeune fille qui a été tuée et jetée à la baille. Bon. Voilà, donc il faut mieux de s'énerver. La présidente de la région Île-de-France demande que les policiers municipaux soient armés maintenant, voilà. On entend parler de fameuse opération Ronce qui est niée par les éléments militaires, bien entendu, qui a été promue par le même monsieur Zemmour. Voilà. Ça pour les identitaires, pas seulement les identitaires, c'est les gens qu'on peuvent plus, quoi, parce que c'est fait exprès, ils s'en puissent plus forcément, parce que les gens vont supplier que l'armée intervienne, forcément, au bout d'un moment, et là le contexte s'y prête bien, parce qu'avec la crise sanitaire qu'on fait traîner en longueur, et les nouvelles annonces concernant l'état préoccupant sanitaire de l'Île-de-France, entre guillemets, voilà. Donc ça va pouvoir justifier certains déploiements, d'armée sur lesquels on ne pourra pas forcément revenir par la suite. Et ça va pas viser que des halogènes, c'est censé faire le nettoyage, mais vous avez déjà la laisse, on va leur mettre le harnais, ils seront toujours là par contre, ils sont toujours là, et ça sera vous les responsables, au final, les autochtones, le gouvernement, c'est pareil pour eux, c'est pareil, Voilà, donc si vous vous réjouissez trop vite à l'idée que ça fasse place nette, vous vous trompez, vous vous trompez lourdement. Voilà. De toute façon, ces halogènes, ils ont rempli leur rôle, c'est-à-dire pousser les populations françaises a été excédé à un point tel que forcément maintenant on va faire appel
la classe mondiale. Pour ceux qui ont des problèmes qu'elle a elle-même créés, hein. On précise quand même, parce que dans tous les pays d'Occident, hein, dans tous les développés, hein, si vous voulez des guillemets, hein, ils sont en passe de détruire la classe moyenne, d'accord, mais aussi ils sont en passe aussi de détruire les bourgeoisies nationales, ça, on en parle très peu. Ils vont tout détruire, ce qui n'est pas absolument globalisé, voilà. Pour garder quelques familles nobles, pour avoir quelques particules qui décorent, mais ce sont des familles qui sont totalement mondialisées, donc voilà, donc je leur prends, mais avec beaucoup de précipitation. Donc, l'émission va certainement vous en parler de leur précipitation, et ils sont susceptibles de faire beaucoup de fautes. Donc, c'est là qu'il va falloir garder son sang-froid, voilà. Enfin, si on peut, hein, parce que le mieux, évidemment, ce serait que M. Zemmour et ses complices macroniens soient expulsés des postes stratégiques et qu'on puisse ensuite négocier. Mais on en connaît certains, hein, qui sont manipulés, notamment par les racialistes, hein, et même qui sont les dénonciateurs des nationalistes entre guillemets, hein, leurs concurrents qui veulent éliminer, hein, parce que bon, bah, ils sont sur la ligne qu'on sait, voilà. Et bon, bah, du coup, du fait de ces manipulations, les gens n'auront pas la patience qu'il faut, alors qu'il suffit d'attendre quelques mois maintenant. Donc là c'est en train de se décanter, hein. Donc voilà, donc maintenant on va écouter l'émission en reset avec Monsieur Storal, Monsieur Poussard et Monsieur K, hein, qui expliqueront les choses bien mieux que ce qui vient de vous être fait. Et on revient éventuellement s'il y a quelque chose à rajouter, mais bon, certainement que non. Voilà. Merci. Chers amis, chers ennemis, on se retrouve pour le 3e volet du Grand Reset ou le Grand Ménage avec Alain Soral, Xavier Poussard, votre serviteur et un invité spécial pour ce numéro sur l'écologie, Jérôme Alzan, auteur maison contre-culture. Jérôme, bonsoir. Alain, bonsoir. Xavier, de même. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jérôme, pour parler ce soir de Grand Reset et écologie. En effet, on va le voir, mais l'écologie, c'est vraiment un chapitre important de cet agenda lancé par le Forum de Davos, mais qui d'une certaine façon se fait le porte-parole des élites mondialistes, sur ce volet écologique de la mondialisation, démondialisation, on va y revenir, puisque comme me l'a dit Alain hors micro, il y a vraiment l'importance de cette idée qu'on va vers une sorte de décroissance. Est-ce que le mot est exagéré, Alain Soral ? Moi, je pense à ce mot, la démondialisation, parce que je crois que les mondialistes eux-mêmes sont en train de démondialiser sans pour autant revenir aux nations qui étaient l'alternative, hein, c'est-à-dire le protectionnisme raisonné, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que les maîtres du capital peuvent jouer contre la croissance d'une certaine manière. Je rappelle à nos anciens de chez nous qui dit Macron ne peut pas vouloir détruire l'économie puisque c'est un gars du camp libéral. Or, en réalité, si on a une vision dialectique pareille du capital et du libéralisme, on voit bien que c'est toujours une alternance de périodes de croissance et de profit, et puis à un moment de crises qui sont en général des crises de la surproduction d'ailleurs, hein. Et en fait, si par exemple on remonte au Club de Rome, on voit bien que les maîtres du capital, qui eux ont une vision dialectique de l'économie, c'est très important de la voir, comprennent que le libéralisme est intrinsèquement une alternance de croissance et de crise, parce que la croissance produit des contradictions internes qui amènent à la crise. Et leur jeu à eux, c'est de se tenir des deux côtés de la chaîne et de rester les maîtres du jeu, aussi bien dans la période de croissance où on fait des profits, que dans la période, je dirais, de crise, qui est toujours une période de décroissance, où il faut casser. C'est de la surproduction, il faut casser. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois dans le Club de Rome, pour se préparer à gérer, on va dire, la décroissance, et aussi dans la logique de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a une unité dialectique, et les maîtres du capital, leur truc c'est d'être des deux côtés de la chaîne, c'est un peu comme un accordéon, et de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire en période de croissance ou période de décroissance, de rester les maîtres du jeu et même de continuer à gagner, puisque effectivement en période d'effondrement de l'économie, les maîtres du capital ramassent les morts. Et ce qu'il faut, c'est être ceux qui déclenchent, qui ne subissent pas, je dirais, la crise, mais en fait qui l'anticipent et qui gagnent
sur la crise. C'est le principe de la crise de 29. La crise de 29 a été le moment d'une énorme concentration de capital au niveau de la banque, puisque la Fed a ramassé les morts de toutes les banques locales qui ont disparu. Et alors on analyse toujours historiquement cette crise de 29 comme une faute stratégique du pouvoir, qui avait le pouvoir sur la création de monnaie, alors qu'en fait, c'est pas une faute due à l'incompréhension du système, c'est le moyen à un moment donné de comprendre quand la bulle va bientôt péter et que c'est le moment effectivement d'anticiper, de même de choisir le moment où elle va péter pour ramasser les morts. C'est le principe du ballon qu'on gonfle, il y a celui qui sait exactement le moment où il va falloir donner la dernière petite poussée d'air pour que le ballon pète. Et il faut être les maîtres du jeu dans les deux temps. Et c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, on est dans un processus de démondialisation. Et évidemment, cette démondialisation, on ne peut pas la vendre en disant, voilà, les maîtres du capital, comme ils ont eu besoin à un moment donné de lancer la mondialisation. Et je rappelle que la mondialisation, c'était, à la faveur de la chute de l'URSS et du bloc soviétique, une extension du marché et de la logique du marché en faisant rentrer des joueurs et aussi en faisant rentrer des clients. Et n'oubliez pas que cette extension du marché, c'est toujours une démocratisation en apparence, puisque plus on fait rentrer de clients, plus on fait baisser le niveau de richesse du client. On n'augmente pas un marché en faisant rentrer plus de riches, on augmente un marché en faisant rentrer plus de monde, et qui dit plus de monde dit plus de pauvres. Ça veut dire que, là on peut réutiliser des concepts marxistes, que plus on ouvre le marché, plus on ouvre aussi la concurrence, plus on fait aussi baisser le taux de profit, et à un moment donné on bascule dans quelque chose qui n'est plus rentable. Et le meilleur exemple que je vais donner tout de suite, c'est par exemple la crise sanitaire en ce moment, si on la prend comme ça, a une conséquence immédiate, c'est que les gens ne doivent plus voyager parce qu'on a bien dit que c'est le voyage qui propageait le virus. Et d'ailleurs cette mutation pandémique vient beaucoup du fait qu'aujourd'hui les gens bougent énormément, notamment par l'avion. Et on voit bien que cette stratégie actuelle, justifiée par la lutte contre la pandémie, a pour conséquence de casser le transport aérien. Et en réalité, quand on regarde le transport aérien, avec sa mondialisation et le low cost, c'était devenu un secteur totalement déficitaire. Et surtout, le low cost pénalisait, on va dire, les compagnies aériennes traditionnelles, qui étaient des compagnies qui jouaient sur le prestige et la bourgeoisie supérieure. Et donc on voit bien là que cette logique de démondialisation est maîtrisée aussi par le capital pour sortir de cette période qui n'est plus rentable, où la massification des échanges, la démocratisation du client, qui n'est pas la démocratisation politique, ne rapporte plus d'argent mais en coûte. Et vous verrez que si on regarde chaque secteur, il y a cet indice-là. Et donc moi je crois que le concept important à maîtriser aujourd'hui, c'est le concept de démondialisation qui est maîtrisé par les mondialistes et qui est, dans une logique dialectique, la conséquence, on va dire, hegelienne du mondialisme. Et ça veut dire que les mondialistes en ce moment ont besoin de démondialiser pour rester les maîtres du jeu et surtout ne pas perdre d'argent d'une certaine manière. Et après, pour introduire le sujet plus directement, pour justifier cette décroissance, en réalité, cette contraction de l'économie mondiale qui ne va pas être problématique pour tout le monde. On va mettre de côté le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est plutôt sur la surveillance et la baisse de nos libertés individuelles. Mais par contre, sinon, il y a deux, effectivement, vecteurs très efficaces. On en a parlé la dernière fois, évidemment, c'est le virus qui, en ce moment, tient la pole position, mais aussi le réchauffement climatique anthropique. C'est-à-dire que cette mondialisation qui a multiplié, qui a fait grandir l'économie, la production et donc soi-disant la production carbone, selon la théorie officielle, elle met en danger la planète et donc ses habitants, et qu'il faut donc, par souci écologique, dégonfler cette économie et donc démondialiser. Voilà. Je pense que là, j'ai introduit à peu près le sujet et la nécessité de cette vision dialectique et de comprendre que le libéralisme est une alternance de croissance et de crise et que les maîtres du capital sont maîtres et dans la croissance et dans la crise. Alors que le bon sens populaire pourrait croire qu'ils sont maîtres de la croissance et victimes de la crise. En réalité, nous sommes toujours, à la limite, bénéficiaires à la marge de la croissance, et encore, ça dépend où on est, ça dépend si on est ouvrier français, victime des délocalisations, mais surtout, le moment de crise est dur pour les petits, mais c'est des moments de concentration de capital pour les grands, et donc c'est-à-dire qu'ils gagnent encore sur la crise. Voilà. Je pense que là, j'ai introduit le sujet, et je pense qu'après, ce n'est plus tout à fait mon domaine de spécialité. Oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, donc il va falloir faire passer la pilule aux classes moyennes en gros. Donc puisqu'on nous parle de décroissance en permanence, donc comme tu l'as dit, c'est la thèse du réchauffement climatique qui est mise en avant. Donc la thèse du réchauffement climatique, c'est quoi ? C'est que l'émission de CO2 fait augmenter la température de la Terre, et l'émission de CO2, c'est dû à la consommation d'énergie fossile, qui est elle-même due donc à l'amélioration de l'appareil productif. Donc il faut diminuer la production
Et donc c'est la thèse que défend par exemple un homme comme Jean-Marc Jancovici, qui est le spécialiste autoproclamé de l'énergie en France. On nous dit qu'il y a trop de CO2, il faut donc limiter la production de CO2, et donc ça passera par, non pas de la croissance verte, ce qui était encore expliqué il y a quelques années. On nous disait, on va faire de la croissance verte. Je ne sais pas si vous vous rappelez les entreprises du CAC 40, on va faire de la croissance verte. Là, ce coup-ci, c'est même plus de la croissance verte, c'est de la décroissance verte, et c'est même totalement assumé. Alors, je me suis un petit peu intéressé au cas de Jean-Marc Jancovici. Son profil sur les réseaux sociaux a explosé durant la crise du Covid. Alors moi, je le connais depuis longtemps, parce qu'il y a une quinzaine d'années, ou il y a une vingtaine d'années, ce qu'il faisait, c'était pas si mal. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchissait sur la question de l'énergie, mais de façon non idéologique, en tant qu'ingénieur de base. Donc il faut savoir que Jean-Marc Jancovici, c'est un peu le monsieur énergie dans les médias que tout le monde reçoit. Quand on parle d'énergie ou de climat, on parle de ce mec-là, tout le temps. Il est tout le temps invité. Il fait un travail de labourage de terrain incroyable, quoi. Donc je vais quand même le présenter rapidement, ce bonhomme-là, parce que je le pense assez central aujourd'hui, en France du moins, parce que je pense qu'il y a un Jean-Marc Jancovici dans tous les pays du monde, quelque part. Donc lui, il est né en 62, c'est un polytechnicien, X81, donc c'est un ingénieur généraliste de base, qui a fait ensuite une spécialisation dans les télécoms. Et c'est un young leader depuis 2002. C'est le fils d'un brillant théoricien qui a été prof de physique à la fac d'Orsay, qu'on appelle l'université Paris-Saclay maintenant. D'ailleurs, c'est une petite anecdote que j'ai vue sur les forums de physiciens. Son père se moquait de son fils en disant que bon, il comprenait pas grand-chose à la physique, mais au business et à l'argent, il s'y connaissait pas mal. Donc ensuite, il a commencé sa carrière en faisant des films d'entreprise. Alors j'ai cherché longtemps, et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu honteux chez lui. Vous ne retrouverez nulle part, c'est très difficile à trouver. Sur sa fiche Wikipédia, c'est pas écrit. Bon, c'est-à-dire qu'il il faisait des films d'entreprise, quoi. Puis ensuite, il a travaillé comme ingénieur télécom, et c'est ça qui est très intéressant, où il s'est spécialisé sur les conséquences du télétravail, et ce, dès 1990. Il avait déjà vu qu'il y avait des conséquences sociales sur le télétravail. Et là, la justification, c'est qu'il y a trop de déplacements en Ile-de-France, en France tout court, de toute façon, dans tous les pays occidentaux. Il faut donc généraliser le télétravail pour limiter les déplacements. Donc d'emblée, il était déjà un peu là-dedans. Il est ensuite rentré à l'ADEME, c'est une agence parapublique de maîtrise de l'énergie. Bon, c'est pas vraiment des scientifiques, c'est plutôt des gens qui font des rapports, qui brassent des docs, qui font de la réglementation. Donc c'est pas vraiment un scientifique. D'ailleurs, on le présente toujours comme un scientifique, mais faux, il a rien produit scientifiquement, il n'a jamais publié d'études là-dessus. C'est plus quelqu'un qui brasse des stats et des docs que quelqu'un qui est à l'origine d'un programme d'ingénierie clair et net, quoi. Il n'a pas développé le programme électronucléaire français. Il a ensuite fondé en 2007 un cabinet de conseil qui s'appelle le Carbone 4. Alors Carbone 4, ça fait référence à une des préconisations du GIEC qui est de réduire d'un facteur 4, c'est simple, les émissions de CO2 dans tous les pays du monde, voire d'un facteur 9 ou 10 dans les pays les plus avancés comme nous. Donc c'est son cabinet de conseil. Alors je vous invite à aller visiter sa page, la page de ce cabinet de conseil qui est basé dans le 9e arrondissement, où il y a tous les cabinets de conseil un peu comme ça. Ils sont 50 dans la boîte. Il y a 3 seniors. Alain Grandjean, qui est un ex-ENSA, donc lui, c'est un statisticien. C'est un polytechnicien qui a fait des stats. Il y a Jean-Marc Jancovici, lui, qui est un ex-télécom. Et troisième, c'est Laurent Morel, lui, vient de Centrale Paris, qui est spécialiste banque et financement. Donc il y a 3 seniors. Ensuite, il y a 50 personnes, tous des jeunes. Ils ont tous, vous regardez les têtes sur l'organigramme, ils ont tous moins de 25 ans, quoi. Entre 25 et 30 ans. 32 hommes et 21 jeunes femmes. Donc ça a tout à fait la structure d'un cabinet d'avocats. Vous avez 3 gros bonhommes qui encaissent le poignon et 50 petits gars qui sont des petits grouillots, hein, qui font du travail de sape. Il faut voir que lui, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur, mais c'est aussi un énorme conférencier. Il fait des conférences dans toutes les écoles d'Île-de-France. J'ai ici une liste impressionnante. Il est invité conférencier à l'ESSEC, Sciences Po, HEC, Centrale, AgroParisTech, Panthéon-Assas, Mines, Télécom Paris, l'INSTN, c'est l'Institut National de Sûreté Technique Nucléaire, l'ENS, Normal Sup, Arts et Métiers, École des Ponts. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait un travail d'évangélisation auprès d'une jeunesse, des jeunes ingénieurs, qui rechignent à faire des sciences dures de plus en plus, maths, physique, parce que c'est dur, et qui se trouvent tous embrigadés dans des projets d'écologie, mais PowerPoint, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sciences dures, et lui, Jancovici, il travaille à faire un long travail d'évangélisation. J'emploie le terme d'évangélisation, ça vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles tendances à faire passer, il faut à tout prix convaincre les plus jeunes, parce qu'eux, maintenant, ils vont rentrer dans des cabinets
à 60, 70 cas, ils sont contents et ils font la publicité de toute cette décroissance verte parce que eux, ça ne va pas les toucher. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une vidéo de Jean-Marc Jancovici, il disait « C'est le SMICAR le problème, nous, les CSP+, c'est pas notre problème, de toute façon, ça ne changera rien à notre vie, on pourra toujours voyager. » Par contre, les SMICARs qui vivent comme des nababs, c'est son mot, parce qu'il compare le mode de vie d'un SMICAR d'aujourd'hui à ce qu'était un châtelain il y a 3 siècles, en disant qu'un SMICAR d'aujourd'hui consomme bien plus d'énergie qu'un châtelain il y a 3 siècles, mais c'est des comparaisons un peu fallacieuses. Le SMICAR français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. Et même le mode de vie du SMICAR français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Voilà, donc pour présenter le personnage, c'est le monsieur énergie qu'on voit sur tous les plateaux, alors autoproclamé. Sa première casquette, c'est consultant PDG, le fondateur associé du Carbone 4, qui est vraiment le cabinet de conseil qui conseille toutes les boîtes du CAC 40. Tous ses clients, c'est les boîtes du CAC 40, c'est les gros. Transport, Thalys, SNCF, EDF, Enedis, toutes les boîtes. Il a un autre projet qui s'appelle The Shift Project. Alors déjà, shift, ça veut dire décalage en anglais. Ça veut dire solution un peu brutale. C'est-à-dire on décale d'un coup l'économie d'un pays. Alors c'est un think tank, et ça c'est totalement assumé, dont le but est de réfléchir sur le lien entre PIB et énergie, sur des indicateurs alternatifs au PIB, qui est selon lui un mauvais indicateur, bon, ça vous le voir, hein, et sur le prix du carbone, il réfléchit sur le prix du carbone. Donc en fait, il a un petit peu inspiré toutes les lois de transition énergétique, il propose des réglementations, j'en ai trouvé une là, tout à l'heure, en 2014 par exemple, il a proposé le passeport énergie. Vous achetez une maison, vous achetez une maison d'occasion, il faut passer par un cabinet de conseil qui va évaluer pour 400 €. La structure est, l'isolation, des choses comme ça. Et on va proposer des devis. Pour l'instant, c'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Il a écrit un manifeste pour décarboner l'Europe en 2017, qui a été signé par 2500 gros bonnets, donc 80 PDG du CAC 40. Donc c'est quelqu'un qui est très proche des milieux d'affaires, dont le but, le manifeste pour décarboner l'Europe, c'est arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, l'Europe doit émettre 0 g de CO2. Ça va être un peu difficile. Mais parallèlement, depuis la crise du Covid, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, c'est là où c'est assez cocasse. Donc, on oblige les gens à rester chez eux, mais en même temps, il se rend rendu compte que l'empreinte écologique du trafic Internet a explosé. Donc, il parle maintenant de sobriété numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il nous oblige à rester chez nous, mais en plus, il ne faut pas trop consommer de trafic Internet. Donc, ça va devenir un petit peu contradictoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce personnage qui me semble un petit peu, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est quand même... on le voit sur tous les plateaux, ce serait difficile de l'éviter. On le voit sur tous les plateaux, surtout que, comme tu l'as dit, Jérôme, il est à la croisée des chemins de la question du télétravail, de la question énergétique, de la question du carbone. Alors, pour nos auditeurs, pour qui peut-être certains de ces concepts sont encore un peu du chinois, je vous renvoie à l'émission que nous avions réalisée avec Jérôme, justement, comme invité. Il y avait également présent sur le plateau l'ingénieur Camille Vert, qui est à la fois EDF, Télécom. Il a un très beau CV, c'est un premier de la classe, quoi. Et nous avions fait une émission, Pourquoi tant de haine, sur la question du réchauffement climatique anthropique, justement. Donc là, on ne peut pas refaire toute l'émission pour donner les armes à nos auditeurs sur la question du réchauffement climatique, sur la question évidemment du réchauffement climatique anthropique, et sur la question du carbone, le carbone prétendument un polluant, alors que évidemment ça c'est vraiment le principe initial qui est un principe faux. Il y a 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan, sous différentes formes, qui dégagent sous forme de CO2. Voilà, donc 38 000 milliards. Dans la végétation et les sols, 2500. Et dans l'air, presque 900. Et le total, le cumul des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle fait moins de 1% de ce carbone qui circule entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. Voilà, 1%. 1%. Et par ailleurs, le CO2 et le carbone en général, c'est aussi une des briques essentielles de la vie. Votre corps, c'est du carbone plus de l'eau. C'est H2O. C'est la formule même des sucres et de tout ce qui vit sur Terre. Et c'est produit par de l'eau, du CO2 et de la lumière solaire par la photosynthèse. Et il est très remarquable que la production primaire de la végétation,
qui a été retracé par des Australiens, publié en 2020, montre qu'il y a une augmentation de presque 40% de la productivité de la végétation depuis l'an 1900. 40%. C'est-à-dire que nous avons une végétation et plus à manger pour tous sur Terre, puisque la végétation fournit aux herbivores, qui fournissent aux carnivores, qui fournissent à ceux qui mangent les carnivores, etc. Et vous avez donc une augmentation extraordinairement bénéfique de la productivité primaire de la végétation, et ceci d'ailleurs n'est pas très contesté et masqué par le GIEC dans ses rapports. Ils ne contestent pas. Ils contestent pas, ils tournent autour. Ils contournent. Ils appellent ça le verdissement et ils ne contestent pas. Le verdissement est bien montré par les satellites depuis 40 ans. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, la biomasse, en fait, ne cesse de croître sur la planète. La biomasse croît à proportion de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Il y a plus de forêts en France aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc en fait, loin d'être un polluant, parce que ça c'est quand même la première assertion. C'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Voilà. Il faut insister là-dessus. Le CO2, c'est pas un polluant. Voilà, parce que l'assertion numéro 1 de la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est que le CO2 est un polluant. Et là, vous nous dites... C'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Nos poumons en sont pleins, enfin bon, peu importe. Non, c'est pas du tout un polluant. Mais les humains, en fait, en sont pleins, à moins de considérer tous les humains comme des polluants. Sauf les morts, mais bon. Ça, il faut quand même le rappeler, le carbone n'est pas un polluant. C'est simplement la base de toute vie. Tous les acides aminés sont à base de carbone. Et ensuite, c'est également le produit ou la base de toute activité de vie, c'est-à-dire, on le sait, les plantes se nourrissent de carbone et rejettent de l'oxygène, ou inversement, le soir, absorbe plus d'oxygène et rejette du carbone. Alain Soral ? Oui, faire remarquer qu'à la base de la théorie, de la pandémie virale, le Covid copié sur l'histoire du sida, comme à la base de cette théorie sur le carbone, il y a un mensonge, pour ne pas dire une erreur fondamentale scientifique. C'est-à-dire que la base scientifique est totalement erronée. Sur le virus, c'est évident qu'on ne peut pas avoir une vision hygiéniste en pensant que le virus est un agresseur et qu'il faut s'en débarrasser en concevant le corps comme une salle de bain en carrelage qu'il faut passer à l'eau de Javel en permanence. On se rappelle de Claude Bernard, Pasteur est fou, disant le microbe n'est rien. Et quand on dit le microbe, c'est aussi la bactérie et le virus. À l'époque, c'était que le microbe, parce qu'on n'avait pas le microscope pour voir plus petit. Et il dit le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc là, on a bien la réponse. Et là, c'est pareil. De penser que le carbone est l'ennemi de la vie et qu'il est porteur de mort est un contresens et une inversion scientifique totale. Jérôme ? Bon, le CO2, c'est un gaz présent dans l'atmosphère de toute façon à l'état naturel. Nous-mêmes, il y a un truc c'est un chiffre qui est peu connu, que j'aime bien rappeler. C'est qu'en France, on émet environ 4 tonnes de CO2 par l'utilisation du fossile. En Allemagne, c'est 8, et aux États-Unis, c'est 12, au Qatar, c'est 30, peu importe. Mais il faut savoir qu'un être humain, uniquement par la respiration, produit une demi-tonne de CO2 lui-même chaque année. Prenez un individu dans la rue, il émet environ une demi-tonne de CO2. C'est-à-dire que ces chiffres-là, en fait, ils ne sont jamais mis en perspective. Ça ne veut rien dire de balourder des chiffres comme ça si on ne nous dit pas nous-mêmes combien on émet de CO2, à moins qu'on veuille nous réduire à rien. Mais ça, c'est un autre problème. Pour revenir à la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est quoi la thèse, brutalement ? C'est qu'en gros, on utilise du fossile depuis environ le début de la révolution industrielle, avec donc on brûle du charbon, de l'essence, du pétrole et ainsi de suite. Tout ça, ça émet un gaz qui s'appelle le CO2 et qui participe à l'effet de serre et donc qui augmenterait la température de la Terre. Or, il ne faut déjà pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Même cette thèse, elle est contestée même sur le point de vue scientifique. Il n'y a pas consensus. Il y a plein de mécanismes explicatifs. Il y a les paramètres orbitaux de la Terre. Ça c'est une chose. L'activité volcanique, les rayons gamma. Vous prenez il y a des milliers de publications là-dessus. Il y a même des physiciens américains qui étaient à l'origine du programme de mesure de température de la Terre. Parce qu'on nous parle de température de la Terre déjà, mais comment ça a été fait, comment on l'a mesuré ? Parce qu'en fait, il y a tout ce problème-là. Là, on mesure des températures depuis environ un siècle. Après, toutes les mesures du passé, c'est tout à fait indirect. Les mesures les plus récentes, à l'échelle globale, alors il faut voir que déjà, on mesure des températures en Europe depuis environ un siècle, mais c'est-à-dire que c'était en Allemagne, en Angleterre, en France, au tout début. Ça ne concernait pas toute la planète. Ensuite, il y a les températures du passé, on les obtient par reconstruction, donc c'est tout un bricolage, un bidouillage. Les températures globales, donc à l'échelle planétaire, ça date des années 70. C'est les Américains et les seuls Américains qui ont lancé des satellites d'observation et on mesure le rayonnement et on en déduit une température indirecte. C'est une inversion, c'est pas la question. Et en plus, c'est une moyenne, on a Jérôme. très peu de données.
Et les mêmes responsables américains, Roy Spencer et John Christie, ils ont dit, de toute façon, même nos mesures, on s'est rendu compte au fil du temps que le satellite, en fonction de son vieillissement, et sur les 40 dernières années, les températures, on est obligé de les recalibrer. Toutes les courbes de température qu'on nous montre sont le résultat d'un bricolage statistique. C'est pas une preuve tangible ultime, quoi. Donc voilà, et donc on nous dit que le CO2, c'est la seule cause du réchauffement climatique. Déjà, il y a le problème de la mesure de la température. Déjà, c'est un premier problème. Et ensuite, il y a tous les autres paramètres. Et on nous dit que le réchauffement climatique, c'est quelques degrés et même pas. Quand on dit degrés Celsius, c'est par rapport à la température absolue. On explique en physique, c'est les températures en Kelvin qui comptent. Quand il fait 273 degrés Kelvin, ça fait 0 degré Celsius. Donc une augmentation de quelques degrés, c'est quelques degrés Kelvin sur quelque chose qui vaut 300 Kelvin de départ. Donc c'est des variations infimes. Donc cette thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, elle est très fragile déjà d'emblée. Donc si on l'admet, bien sûr qu'il faut faire la décroissance verte. Mais si on la critique, c'est pas du tout le cas. Oui, alors un point qui me semble tout à fait important de rappeler, c'est ce que tu as sous-entendu dans ton propos, Jérôme, c'est qu'en effet, toute forme de vie, toute activité humaine, toute activité économique va conduire à de la production de CO2 partant de réchauffement, partant de destruction, je suppose que c'est ça la thèse, de l'environnement. On s'est aperçu par exemple qu'à reforestation, c'est vrai qu'il y a plus de CO2 aujourd'hui, ça c'est vrai, ça par contre on ne peut pas le nier. Mais c'est la nourriture des plantes, donc il y a un verdissement de la planète. Ça c'est pas du lubi. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, donc il y a un verdissement, donc il y a reforestation, les arbres poussent plus vite et les rendements agricoles sont améliorés. Mais ça c'est jamais dit, bien sûr. On vous dit d'emblée que le CO2 c'est le mal absolu. Ils en ont fait en fait une pollution, un point de fixation diabolique comme ça, et donc on ne raisonne plus. C'est tout un équilibre qui est en permanence en train de... C'est un équilibre instable, mais qui est toujours en train de se remettre sur ses pattes, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est ça le fond du problème. C'est si on admet que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, alors c'est vrai, il faut tout arrêter. C'est vrai. Mais s'il n'est pas que d'origine anthropique, et s'il y a d'autres facteurs, ça change tout. Et d'autre part, il y a des effets bénéfiques à la production de CO2, parce que c'est des boucles de rétroaction permanentes. Ce que j'aime pas, moi, c'est le côté définitif des experts sur les plateaux. D'ailleurs, c'est à sens unique toujours. On nous dit que finalement, il y en a pour dans 20 ans, c'est foutu, alors qu'eux, ils encaissent, ils n'ont pas l'air très inquiets, quoi, finalement, quoi. Donc c'est pour nous le problème, et puis la population, on doit lui faire peur, quoi. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas l'air très inquiets quand on y regarde bien. Bon, en fait, c'est une religion de type apocalyptique. C'est un peu la conclusion de notre émission passée ensemble avec Camille Vert. C'est qu'en fait, il y a un aspect vraiment religieux à toute cette histoire du réchauffement climatique anthropique. Et vraiment, on peut dire que la matrice de la peur, ça aura été cette question environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, on a finalement fait que dupliquer cette crainte sur le plan du virus, mais le laboratoire, le banc d'essai, ça aura été la question écologique. Xavier Poussard de Faits et Documents ? Oui, le côté religieux, c'est pour ça que c'est toujours un peu tragique de voir des discussions de climato-sceptiques sur la réalité scientifique, etc. Je trouve qu'il y a toujours un côté tragique parce qu'en vérité, on sait, sans faire de philosophie du dimanche, mais que le religieux dans la science se niche dans le prédicat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de science sans prédicat, et c'est dans le prédicat que se niche le religieux. Et là, on voit bien que le dogme, c'est le lien de causalité entre CO2 et réchauffement climatique. Voilà, les hommes émettent du CO2 et qui créent le réchauffement climatique. C'est ça le prédicat, et si vous voulez, vous ne pouvez pas en sortir. Après, vous pouvez avancer tous les arguments scientifiques que vous voulez. En fait, vous êtes dans le blasphème, puisque le prédicat est religieux. Donc ça, c'est un des premiers points. Ensuite, on peut noter tout un tas de paradoxes. Moi, le CO2, à l'école primaire, on m'avait appris que c'était indispensable à la photosynthèse, donc indispensable à la vie. Ensuite, on nous demande de mettre un masque, alors qu'on éjecte du CO2 en respirant, donc normalement, on devrait tous en mourir. Donc, vous voyez, on peut, sans rentrer dans des débats scientifiques très pointus, on constate évidemment les paradoxes du prédicat. Ensuite, nous, quand on s'intéresse à cette question-là, à Faits et Documents, on va s'intéresser aux acteurs politiques de l'idéologie du changement climatique. D'ailleurs, qui s'appelait réchauffement, et puis maintenant qui s'appelle changement climatique. Donc déjà, dans l'esprit des gens, le réchauffement climatique, c'est cette courbe qu'on a tous vue, c'est-à-dire où... Oui, la courbe qu'on appelle en crosse de hockey. C'est ça. Voilà, exactement.
Oui, parce que si je peux me permettre une remarque, comme il y a des tas de données paradoxales qui montrent que il n'y a pas de réchauffement climatique unifié, puisqu'en fait la Terre, c'est différent un peu partout. Maintenant, on est passé de réchauffement climatique, quand il y a des réponses qui disent il n'y a pas de réchauffement partout, il y a même de refroidissement à certains endroits, on dit oui, mais c'est un dérèglement climatique, ce qui impliquerait qu'il y ait un règlement climatique. Et là, on voit bien le côté technocratique qui prend le pas sur la réalité et sur la nature, c'est qu'on voudrait nous dire en gros qu'il y a un dérèglement. Or, toute l'histoire de la climatologie, comme l'histoire de la Terre, c'est des sinusoïdes, c'est des alternances de chaud et de froid. Enfin, on a appris tout ça, les aires glaciaires, les machins, etc. Et aujourd'hui, on serait sur une idée technocratique de règlement et dire oui, il faudrait arriver à un règlement climatique, c'est-à-dire une stabilité, un truc isomorphe, plan. On voit bien qu'il y a une pensée technocratique derrière. Et ce qui est emmerdant, c'est que le dérèglement climatique, on le contrôle pas bien. Bah oui, mais le monde, par essence, est on va dire, un dérèglement constant par rapport à une idée fantasmatique liée à l'esprit technocratique, là il faudrait faire de la philosophie, qui serait qu'il devrait y avoir un règlement climatique. Il peut y avoir des règlements sanitaires, c'est-à-dire c'est des règlements politiques, mais la nature s'en fout, voilà. Donc bien voir que quand l'ennemi est acculé sur son mensonge relatif de réchauffement climatique, qui est déjà un postulat qui se discute, il passe à dérèglement climatique. Et donc la réponse, c'est de dire, il n'y a pas de règlement climatique. Voilà. Xavier Poussard. Voilà, et dans cette optique-là, pour compléter, on voit très bien à la télévision aujourd'hui, dès qu'il y a une crue, un fleuve dans le sud de la France, on nous explique que c'est à cause du dérèglement climatique. La mousson en Chine, c'est le dérèglement climatique. Là, il fait moins 20 degrés au Mexique, c'est le dérèglement climatique, si vous voulez. C'est-à-dire la météo devient un feuilleton infernal tendant à prouver, et à chaque fois, donc la solution évidemment proposée étant ce qu'ils appellent la décarbonation. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux acteurs de ce scénario de l'articulation CO2 réchauffement climatique, on se rend compte que c'est les producteurs d'énergie fossile qui ont établi ce scénario, et là on va rejoindre ce que disait Alain Soral au début, c'est-à-dire que ce sont les producteurs d'énergie fossile, en l'occurrence les Rockefeller aux États-Unis, qui, dès 1972, donc mettent en place ce qu'on va appeler donc le Club de Rome, avec le rapport Meadows, donc les limites à la croissance, où justement, et va être théorisé pour la première fois la décroissance, la même année, toujours 1972, donc un an avant le premier choc pétrolier, on a le premier sommet de la Terre à l'ONU. Et à chaque fois, on voit un organisateur, donc un personnage qui émerge comme ça, et qui est un employé des Rockefeller, qui siège au comité exécutif des fondations Rockefeller, qui est Maurice Strong, et c'est lui qui va créer la conférence des Nations Unies pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui va être en 1988 à l'initiative du GIEC. Ensuite, c'est encore lui qu'on retrouve au sommet de la Terre à Rio, et c'est encore lui qu'on retrouve en 1997 à la conférence mondiale de Kyoto. Et puis ensuite, avec l'âge, il laisse la place, et là on voit arriver des nouveaux acteurs, également liés aux fondations Rockefeller, à la Banque mondiale et au progressisme mondial, qui vont être Nicolas Stern, donc ancien vice-président de la Banque mondiale, ancien conseiller de Tony Blair, donc lui produit le rapport Stern sur l'économie du changement climatique. Dès les premiers mois, par exemple, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il est reçu à l'Élysée, et ça va donner le Grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, il fait partie d'un comité Théodule sur l'économie du changement climatique mis en place par Emmanuel Macron. Et à tous les niveaux, on trouve ce genre d'acteurs. Je peux en citer un certain nombre, par exemple Jeffrey Sachs, qui avait mis en place la thérapie de choc dans l'ex-URSS, donc le néolibéralisme, ce qui avait causé 3 millions de morts. C'est lui qui a produit le rapport de référence qui s'appelle Deep Decarbonization Pathways Project. Et en France, vous en avez un par pays comme ça en général, donc affiliés aux fondations Rockefeller. Donc en fait, les fondations Rockefeller, les fondations mondialistes, et essentiellement la fondation Clinton pour le climat, essentiellement Michael Bloomberg, donc abreuvent en fait le représentant dans chaque pays. Donc en France, ça va être Laurence Tubiana, qui est une ancienne trotskiste. À chaque fois, vous avez des profils qui n'ont rien à voir ni avec la science, c'est pour ça que ça sert à rien de rentrer dans des débats scientifiques, ni avec l'écologie. Voilà, donc on est toujours sur le même type de profil, des agents, et qui eux vont être chargés, via des super fondations, des think tanks, de distribuer les subventions de ces super groupes mondialistes aux
ONG et aux partis écologistes. Et en fait, tous les militants écologistes, donc en bout de chaîne, c'est-à-dire avec le dread et le costume péruvien là que vous voyez à la télé, ou même Jadot, enfin je veux dire, viennent tous chercher leur chèque chez le représentant des Rockefeller dans ce pays. Donc la vraie question à se poser, et Alain Soral y a déjà répondu, c'est pourquoi ceux qui ont mis en place le système des énergies fossiles et qui en ont été les plus grands bénéficiaires sont depuis 50 ans en train de nous imposer le récit de la décroissance via le dérèglement climatique. Alors là, je vais prendre un exemple. Donc, je vous parlais de Nicolas Stern, donc, qui est évidemment un des grands manœuvriers du Great Reset. Donc, rappelez-vous, le rapport Stern sur l'économie du changement climatique. Pareil, qui est un rapport sans aucune réalité scientifique. Tout ça a été démontré par des tas d'économistes, d'universitaires, mais ils pissent dans un violon, comprenez bien. C'est des gens qui sont imposés, donc ça sert à rien de contester, de se demander, de produire des contre-rapports, puisque c'est pas ça l'objectif. Et donc là, il est bien dit dans le livre Le Grand Reset, la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. Donc ça, je cite, « À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que des cousins éloignés, mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés qu'on ne le pense. Ils sont de nature mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d'une manière coordonnée au niveau mondial. » Donc il est question du respect de nos frontières planétaires. Et alors pour aller plus loin, et c'est ça qui est très intéressant avec l'histoire du carbone, c'est qu'évidemment le carbone, on l'émet en respirant. Et donc on voit bien qu'à terme, il y a la volonté de taxer l'air qu'on respire. Et là, c'est vraiment presque dit explicitement. Dans le monde post-Covid, des informations précises sur notre empreinte carbone, notre impact sur la biodiversité, sur la toxicité vont générer des progrès significatifs en termes de prise de conscience et de bien-être collectif et individuel. Donc voilà, donc vous serez taxé sur l'air que vous respirez et évidemment, ce sera pour le bien-être collectif et individuel. Alain Soral. Oui, je rappelle que c'était Goldman Sachs qui avait sorti l'étude préalable qui permettait effectivement, non pas d'ailleurs dans un premier temps de dire qu'on va limiter l'émission de CO2, mais on va faire payer ceux qui en produisent. Et surtout, ça veut dire en gros que si vous avez une grosse bagnole qui produit beaucoup de carbone, là, eh ben vous payez une vignette plus chère. C'est ça en fait que pour l'instant, la solution, c'est de faire payer, soi-disant, ceux qui produisent. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça va nous amener à plus d'écologie ou à améliorer l'air. Donc on voit que dès le départ, c'est un impôt. C'est une logique de l'impôt. Et deuxièmement, pour abonder dans le sens de notre camarade, aujourd'hui, ils vous sortent des soi-disant études dans les médias, ça date de la semaine dernière, je crois, que en fait le réchauffement climatique favoriserait la pandémie virale. Vous avez vu ? Ils ont réussi à articuler les deux. C'est vrai que quand il fait chaud, le virus se répand mieux. Vous voyez ? Donc ils sont vraiment super malins. Après, si je peux faire un peu d'histoire de ces 20-30 dernières années, on a eu quand même 3 baratins qui se sont succédés ou articulés et qui à chaque fois prétendaient être de l'écologie et de la science et derrière c'était plus ou moins une arnaque de pognon ou même une histoire des géopolitiques mondiales, ce qui est la même chose. Si on se rappelle bien, le GIEC, qui est un truc anglais, a été mis en place au moment de la grande réforme Thatcher qui consistait à casser les syndicats de gauche anglais pour aller vers le néolibéralisme. Et ce syndicat de gauche, c'était le charbon, c'était les mines. Et l'argument pour fermer les mines anglaises et casser le syndicalisme de gauche ouvrier anglais, c'était de dire le charbon pollue et est dangereux pour l'écologie. Et le GIEC a pratiquement été créé pour ça, pour donner une justification écologique au cassage de rein du mouvement ouvrier anglais en cassant le charbon. Faut rappeler ça. Deuxième exemple, plus topique mais amusant, à un moment donné, on nous parlait du catastrophique trou dans la couche d'ozone. Et d'un seul coup, on nous a dit que ce qui crée le trou dans la couche d'ozone, c'était les aérosols, rappelez-vous, et les conditionnements d'aérosols. Et moi, j'avais travaillé à l'époque dans le journalisme d'enquête, et on s'était rendu compte que le brevet de conditionnement des aérosols, qui est quand même un énorme marché mondial, c'est toutes les bombes à gaz, là, allait tomber dans le domaine public, puisque au bout de 50 ans ou 70 ans, ça tombe dans le domaine public. Et donc, il fallait dire que ça faisait un trou dans la couche d'ozone pour interdire ce conditionnement qui devenait gratuit. Et au même moment ont été déposés des nouveaux brevets avec d'autres conditionnements qui reviennent strictement au même, mais qui eux n'étaient pas censés faire des trous dans la couche d'ozone. Et donc en fait on a renouvelé le bail d'un prix à payer sur des brevets, voyez. Et chaque fois que vous cherchez,
vous trouvez ce genre de montage et d'arnaque. C'est ça qui est quand même qui met la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à proposer, mais il y en a toute une ribambelle. La taxe carbone, l'écotaxe, on rentre dans le marché du droit à polluer, et donc là se met en place des fonds qui viennent de l'État à capter, avec un marché du droit à polluer, des reventes, et puis ça donne en fin de cycle l'escroquerie à la taxe carbone. Là on n'est plus du tout dans l'écologie, c'est-à-dire que il y a le type, vous voyez, il y a le type avec les dreads qui veut sauver la planète, l'intermittent du spectacle, mais lui il palpe rien. Enfin les types de la taxe carbone, ils ont rien à voir avec, mais eux ils sont dans l'écologie réelle, quoi. Eux ils voient bien ce que c'est, quoi. Ils voient ce qu'ils peuvent en tirer, et on en parlait déjà dans le précédent épisode, c'est toujours le même système, c'est-à-dire que vous avez une vision globale, et à chaque étape du processus, vous avez des initiés qui connaissent donc la marche et qui peuvent anticiper et qui vont se glisser dans les interstices pour tirer un maximum de pognon. Oui, on se rappelle aussi de la culpabilisation du gilet jaune qui roule avec un vieux diesel polluant, et il se fait culpabiliser par un type qui prend des avions toute la journée. Et on pouvait simplement, dans la mesure carbone, comparer ce que produisait comme effet carbone le pauvre mec qui roule avec son diesel pour aller bosser à 40 minutes de chez lui dans un environnement périurbain, et le donneur de leçons écologiques qui prend des avions en permanence pour faire des conférences dans le monde entier. Al Gore. Et simplement sur le terrain de l'ennemi, on pouvait déjà les ridiculiser. Hein. Non, et puis là on peut même aller au bout du cynisme, c'est que la réponse aux gilets jaunes par Macron, ça a été la Convention citoyenne pour le climat, qui a été présidée par Laurence Tubiana, qui elle-même avait milité pour la taxe carbone, donc qui a provoqué le mouvement des gilets jaunes, qui avait déjà essayé de la faire passer en 2002, à l'époque ça s'appelait l'écotaxe, et ça avait été retoqué, il me semble, par le Conseil. Ça ruinait les routiers, ça ruinait les routiers. Et donc la réponse de Macron aux gilets jaunes, ça a été la création d'un comité pour faire passer la mesure à laquelle s'opposaient les gilets jaunes. Et rappelez-vous de la phrase, vous me parlez de sauver vos fins de mois, moi je vous parle de sauver la planète. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux. C'était un peu, vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. Hein. Xavier Poussard ? J'insistais sur le caractère religieux. Quand tu parles d'évangélisation, tu parles bien du caractère religieux. C'est-à-dire que c'est toujours habillé avec du chantage émotionnel et du religieux. On voit bien, par exemple, il y a eu l'accord de Paris sur le climat. Pourquoi Trump est diabolisé dès le début ? Parce qu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat. Qu'est-ce que fait le pape après l'accord de Paris sur le climat ? Il fait une encyclique. Laudato si, le changement, c'est la grande concentration de gaz à effet de serre. Donc, c'est officiel. Le pape, tu vois, le Vatican te le dit. Tu vois, donc c'est pour ça que tous les climato-sceptiques, même s'ils sont sympathiques, si tu veux, quand ils remettent en cause, c'est-à-dire que c'est un combat qui est perdu, en vérité. C'est-à-dire que presque un jour, il y aura une loi Guesso, si tu veux, du réchauffement climatique. Mais c'est sûr, parce que ils attaquent, ils critiquent, ils qualifient ce que tu appelles climato-sceptiques, en fait, qui sont simplement des climato-réalistes. Je renvoie aux travaux de Camille Vert sur ce sujet, sur ce site d'ailleurs, qui s'intitule tout simplement climato-réaliste.fr. Il les accuse d'être des négationnistes. Il les diabolise. On est au bord de la chambre à air. Il les diabolise. Alain Soral. Quand tu diabolises, t'es dans le religieux. Ils sont diabolisés. Et puis surtout, c'est comme les gens qui portent pas les masques, on les fait menacer par ceux qui les portent. Moi, je me rappelle, je mettais mal mon masque à une caisse de supermarché, et une vieille dame m'a dit, c'est à cause des gens comme vous qu'on va être reconfinés. Oui, c'est-à-dire que là aussi, on crée une guerre civile. On crée une guerre civile des gens qui veulent réfléchir sur le côté un peu délirant et le piège qu'il y a derrière, parce que c'est nous faire payer, hein, chaque fois on a compris, et ben on les fait menacer par les autres qui pensent qu'ils luttent pour le bien, par des gens qui en fait sont du côté du diable, parce qu'ils sont du côté de la pollution, et puis en plus avec cette idée que la pollution c'est un truc de riche d'une certaine manière, alors qu'en réalité les riches c'est ceux qui ont le droit de polluer, et ceux qui n'auront plus le droit de polluer, ça tombera uniquement sur la gueule des pauvres. De propriétaires de maisons Phoenix, de propriétaires de bagnoles. Et on avait bien d'ailleurs cette phrase de l'ignoble Romain Goupil qui montrait bien que les gilets jaunes roulaient avec des vieux diesels hyper polluants. Et eux sont au-dessus. Alors qu'on sait très bien que si on fait un impact carbone, c'est l'hyperclasse qui produit le plus. Hein. Bien sûr. Mais eux, ils ont une raison de le faire, c'est parce qu'ils gèrent la complexité du monde, et donc forcément il y a un coût. Alors que le plouc doit rester chez lui aujourd'hui. Et là, je voudrais quand même rajouter un truc important. Quand je parle de démondialisation,
il faut remonter presque, je dirais, au congé payé à 1936 et à la politique de Blum, qui d'ailleurs copiait la politique de l'Union soviétique, qui copiait la politique allemande, qui copiait la politique italienne de Mussolini, c'est-à-dire le social comme marché. Et c'était ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, les gens intelligents de la haute maçonnerie ont fait comprendre à un certain capital que donner des congés payés aux pauvres, c'était étendre le marché, le démocratiser, le marché du loisir. Et qu'à un moment donné, ce qui rapporte le plus de pognon, c'est pas le commerce du luxe, ça c'est l'époque des manufactures de Louis XIV, c'est le commerce de masse. Et là, on est arrivé au moment justement de bascule où le commerce de masse devient plus rentable et qu'il faut y mettre un terme. Et là, on est en train de sortir d'une longue épopée qui commence avec les congés payés de 36, qui consiste à mettre les pauvres en mouvement et à prendre le pognon qu'ils ont mis de côté dans le tourisme de masse qui est essentiellement du transport. Faut pas oublier, les congés payés, si vous regardez bien, c'est des gens qui prennent leur bagnole, c'est National 7, c'est la chanson de Charles Trenet, puis après Autoroute 6, et puis après, avec la bascule des années 70, c'est le charter, c'est-à-dire l'avion. C'est de ce monde-là dont on est en train de sortir maintenant, et l'idée maintenant, ça rejoint ce que nous disait notre camarade tout à l'heure, c'est que les riches auront le droit de voyager, leurs lieux de villégiature leur seront à nouveau réservés, et ils n'auront plus à se coltiner des pauvres avec des gosses qui hurlent et des glacières, et des espèces de nazes qui puent dans des aéroports qui par ailleurs sont magnifiques. C'est la très belle architecture internationale. Et il faut bien comprendre que la démondialisation, c'est pas la démondialisation pour tout le monde, c'est la démondialisation pour le peuple et destruction de la classe moyenne. On voit bien que dans le grand reset, il y a ces deux dimensions qu'il faut bien articuler. Dans l'intérêt du capital, on sort du jeu des gens qui sont plus rentables et qui sont parasitaires au sens physique du terme, qui sont les pauvres, et on met hors de combat une classe moyenne, ce qui est encore autre chose, qui a un potentiel révolutionnaire. Et on voit bien qu'il y a cette double punition qui est appliquée en ce moment, celle contre les gilets jaunes et celle contre les PME. Il faut comprendre que c'est une double stratégie appliquée effectivement par les maîtres du grand capital. Xavier Poussard et ensuite Jérôme, je voudrais vous interroger sur la question de l'argent, parce que toute cette écologie mondialiste, c'est énormément de fonds à aller chercher. Mais d'abord, Xavier. Avant d'enchaîner sur l'argent, c'est pour compléter ce que disait Alain Soral, et ça me semble important, sur la démondialisation. C'est bien, la phrase y est dans le Grand Reset, elle est écrite noir sur blanc, la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. C'est Davos qui l'écrit officiel. Davos est décroissant. Et en même temps, il y a ce projet malthusien, et qu'il faut bien comprendre comme s'inscrivant dans le récit du réchauffement climatique. Tout à l'heure, je vous parlais des sommets de la Terre, qui avaient conduit à l'accord de Paris sur le climat en 2015. Je vous parlais des référents des fondations mondialistes dans chaque pays, des référents climat, donc Nicolas Stern pour la Grande-Bretagne, Laurence Tubiana pour la France, et dans un de ces sommets de la Terre, donc, qui a été la conférence de Copenhague en 2009, le référent pour l'Allemagne, c'est-à-dire le conseiller changement climatique du gouvernement allemand historique, qui s'appelle Hans Joachim Schellenhuber. Lui, en 2009, au sommet de Copenhague, explique « c'est un triomphe pour la science ». Toujours pour la science. La science, c'est la religion de la modernité, on ne va pas y revenir. C'est un triomphe pour la science, car au moins, nous sommes parvenus à stabiliser quelque chose, à savoir l'estimation de la capacité d'accueil de la planète, c'est-à-dire 1 milliard de personnes. Quel triomphe! D'un autre côté, voulons-nous en arriver là? Je pense que l'on peut faire bien mieux. Voilà. Et donc, là, on voit le but ultime malthusien du récit du réchauffement climatique, d'un récit qui est d'abord un récit mondialiste, qui sert à nourrir cette idée qu'à problème global, solution globale, avec, au fond, une dernière réflexion à ce propos sur le malthusianisme, c'est que je remarque que dans le débat public, par exemple, quand Jean-Marie Le Pen fait remarquer depuis des années qu'il y a un problème énorme, c'est vrai, de surpopulation mondiale, de croissance de la population mondiale, qui, il le dit bien, qui est passée de 1 milliard à 7 milliards, et puis demain on nous annonce 9 milliards, etc. Il vient de se produire dans les 50 dernières années, est en cours l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. C'est la révolution démographique qui a porté la population mondiale en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants. Lui, quand il le dit, c'est vraiment que c'est un propos, il n'est pas humaniste. Vous voyez, mais il faut bien comprendre qu'en face, ils ont fait le même constat et eux, ils s'attellent à régler le problème. Vous voyez, et pas de façon franchement humaniste. Voilà. Non, c'est certain, il y a évidemment tout un volet malthusien
je dirais même génocidaire dans tout cet agenda mondialiste. Jérôme, tout à l'heure, se posait la question, est-ce que finalement, au bout du raisonnement, il y a cette question de la consommation de carbone, qui est réputé être un polluant pour les pseudo-écologistes, et donc pour les mondialistes, les pseudo-écologistes mondialistes. Mais la question, en fait, il faut la poser très sérieusement. N'ont-ils pas pour projet de réduire drastiquement la population mondiale pour régler le problème, justement, Alain Soral? Là, il faut comprendre aussi que les gauchistes, et même d'une certaine manière les marxistes dogmatiques, ont un coup de retard. Parce qu'aujourd'hui, le capital n'a plus pour but d'exploiter le travailleur, il en a pratiquement beaucoup moins besoin. Donc en fait, c'est de s'en débarrasser. C'est-à-dire que c'est plus l'exploitation du prolétariat. On n'est plus dans la grande épopée de l'exploitation du prolétariat qui a duré jusqu'à Mitterrand. C'est-à-dire avant, on exploitait le prolétariat, à un moment donné, on le délocalise. C'est-à-dire qu'on en fait un SDF. Et aujourd'hui, le prolétariat est un encombrant à qui en plus on a donné les droits de l'homme, comme idéologie et comme rêve, et dont le capital et l'appareil de production n'a plus besoin. Donc dès lors qu'on est dans une rationalité assez cruelle, qui est la rationalité du grand capital, et qu'on voit que l'immense majorité des producteurs, qui en plus ne savent plus produire grand-chose, puisqu'on est dans un monde effectivement d'hyper-spécialisation, beaucoup notamment de jeunes, ne savent rien foutre. C'est à un moment donné, le grand capital n'a pas vraiment de raison de nourrir à rien foutre des populations qui lui sont profondément en plus hostiles, faut pas oublier. C'est là où le gauchisme a un coup de retard. Les gens qui pensent encore que le capital veut les exploiter, le capital ne veut plus les exploiter. Il veut s'en débarrasser, ce qui est quand même un niveau encore plus grave. Parce que du coup, il a même plus de moyens de lutte, le prolo. Il peut plus faire la grève, il peut plus menacer de ne plus produire. On lui dit, on n'a pas besoin de toi, tu vois. Et on n'a pas besoin de toi, mais quand même, il faut que tu bouffes tous les jours. Normalement, on nourrit le prolo pour qu'il reproduise sa force de travail. Mais quand on n'a plus besoin de sa force de travail, je vois pas pourquoi dans une logique rationnelle à la Laurent Alexandre, qui est la logique du capital, qui a même une logique interne, je veux dire, qui est même pas discutable. C'est ce qu'on appelle la dérive naturelle de l'accumulation, quelque part. Ça se pense tout seul. C'est-à-dire que l'avenir risque d'être profondément et violemment hostile pour le populo. C'est ça qu'il faut comprendre. Jérôme Alzan, tout à l'heure, on l'a fait que l'effleurer, mais je crois qu'on doit dire un mot de cette écologie et de cette science, de cette pseudo-science sous perfusion, sous subvention. Aujourd'hui, la recherche n'en est-elle plus réduite qu'à être la prostituée des grandes firmes? Jérôme Alzan. En fait, si on regarde bien, ceux qui travaillent vraiment dans la science, on connaît, eux, ils la ferment en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les invite jamais, ils n'ont même pas envie de discuter sur les forums. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même encore besoin d'un appareil productif, il faut quand même un peu chauffer les appartements. On ne peut pas se permettre de tout balourder comme ça d'un seul coup, Donc il y a 2 kW de puissance installée par Français en France. On est bien quand même obligé de maintenir encore en état l'appareil de production, Sinon, là, ça veut dire que c'est le chaos, Donc il y a encore, c'est un truc qui est peu connu, mais il y a encore une industrie électrique en France. Je parle pas de la production électrique, mais des gens qui fabriquent des groupes Schneider, le Grange, il y en a plein. Il y a encore une industrie qui a besoin d'ingénieurs spécialisés qui, eux, sont justement pas des gens qui vont faire du PowerPoint, mais qui travaillent dans l'industrie, qui fabriquent des moteurs électriques, des batteries, qui s'intéressent à toutes ces questions-là. Donc, il y a quand même encore des gens. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'ils travaillent pour le grand capital, oui, bien sûr qu'ils travaillent pour le grand capital, mais on ne peut pas travailler pour autre chose pour l'instant. Donc, oui. Après, si vous me dites que la science s'est dévoyée, moi je dirais que c'est pas la science qui s'est dévoyée, c'est des scientifiques qui ont perdu foi, pour lesquels, en fait, parce que la science c'est dur, en fait. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de postes comme ça d'administrateurs, de gens qui sont proches du pouvoir. Donc, il y a une sociologie de la recherche que j'avais fait dans mon petit livre là. On expliquait que finalement sur 2 chercheurs, il y en a un qui travaille vraiment et l'autre c'est un administrateur pur et dur. Donc avec tous ces effets de courtoisie, de courtisanerie. Les ministères sont remplis de gens qui ont des formations scientifiques et qui sont plus que dans le blabla. D'ailleurs, on le voit bien avec la crise sanitaire. On voit très bien qu'il y a des médecins qui sont proches des ministères et puis ceux qui sont loin des ministères, ils se font taper dessus. Donc, je pense qu'il faut quand même pas dire que le problème, c'est que la science en elle-même, c'est l'organisation de la science. Et si on regarde bien, ce qui est intéressant, c'est que les politiques s'abritent en permanence derrière la science. Mais ils veulent pas en payer les prix, par contre. C'est pas de leur faute, c'est la faute des scientifiques. Oui, mais quand même, on voit que la science est dans un état de dépendance à l'égard de l'argent, aussi bien de l'industrie que de l'État. Et d'une certaine façon, aussi bien dans votre livre que dans Après l'effondrement de René Rizel, je crois, sur la Grande Bibliothèque de France,
on voit une grande ancillarité de tout ce milieu à l'égard des autorités. Ils sont finalement assez flagorneurs, ils sont suivistes, ils sont pas très courageux. La plupart, c'est des fonctionnaires aussi. Ils n'ont pas tellement le choix. Donc la science est fonctionnalisée depuis les années 50-60. Avant, la science, c'était une poignée d'individus. C'était en Europe, c'était au début du XXe siècle, c'était quelques milliers de bonhommes en Europe, quoi. Pas plus. C'était rien du tout. Aujourd'hui, il y a des millions, des centaines. D'ailleurs, il faut voir ce qu'on appelle recherche. La plupart, c'est des petits laborantins. Ils font de la R&D. Ils sont très loin des grands concepts. Donc, il faudrait nuancer, je pense. Xavier Poussard. Non, mais quand je parlais de science comme religion, c'est-à-dire la raison, la science, c'est la religion de la modernité. Mais si tu veux, le scientifique, lui, individuellement, il faut qu'il bouffe. C'est comme, moi j'ai rencontré récemment des grands professeurs de médecine qui me disaient, écoute, évidemment, en privé, tout le monde est pro-Raoult, mais personne ne le dira publiquement, parce que sinon tu es foutu. C'est comme les professeurs d'histoire à l'université. Ils sont là pour prendre un chèque, pour enseigner ou effectuer des recherches dans le sens qui est rémunérateur. Il ne faut pas se poser la question de savoir comment. Il y a une phrase comme ça qu'ont signé tous les historiens, où ils se sont tous déshonorés par rapport à la logique fondamentale. On ne va pas la restituer ici. Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Oui. Mais en fait, les héros de la science ont toujours été des marginaux et en fait avec un coup d'avance sur le consensus. J'ai entendu récemment un escroc qui nous disait « Le progrès de la science fonctionne sur le consensus scientifique ». C'est absolument faux. Le progrès de la science fonctionne sur le refus du consensus scientifique. Oui, parce que sinon on en serait encore à contester le plus lourd que l'air, c'est-à-dire l'idée très populaire au XIXe siècle qu'aucun corps plus lourd que l'air ne pouvait voler. Qu'on soit dans le virus ou qu'on soit dans le réchauffement climatique, on est sur deux idéologies du consensus majoritaire, ce qui sent mauvais. Mais consensus scientifique, parce que c'est évidemment le scientifique et le clair de la modernité, c'est tout. Le socialisme a été scientifique, quand il y avait le libéralisme dans les années 80 et qu'il y avait la bourse de Tokyo le matin, tout ça était mathématique, tout ça était scientifique, la loi du marché était scientifique, et il faut que ce soit scientifique. Donc c'est pour ça que oui, c'est un truc scientifique, on voit bien dans les conversations, c'est un argument d'autorité, oui, mais c'est scientifique. Et donc voilà, c'est juste ce mot-là, c'est une religion qu'il faut remettre à sa place et de comprendre qu'elle se niche dans le prédicat de la science et en l'occurrence du lien de causalité entre CO2 et réchauffement climatique, exactement comme on peut trouver un autre prédicat sur le Covid, c'est-à-dire la dangerosité du Covid, etc. Avant de passer à la deuxième partie, Alain Soral. Le consensus scientifique est par essence, dans sa définition même, idéologique, en réalité. Voilà. Et le problème, c'est qu'on impressionne les gens avec les mathématiques, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être apodictique et d'être hors idéologie et hors débat d'idées. Et en réalité, c'est d'ailleurs un des sujets de mon prochain livre, c'est qu'en réalité, l'habillage mathématique aujourd'hui est le moyen suprême de faire passer la manipulation idéologique. Et là, on a soi-disant la scientificité du virus et du vaccin, la scientificité du réchauffement climatique anthropique. Ce qui est hors du sujet, c'est la scientificité du terrorisme islamique. Là ça échappe un peu. Mais on peut toujours se servir de ça quand à un moment donné, la science se révèle impuissante. On pourra toujours dire il fait trop chaud dans le désert parce qu'il y a réchauffement climatique, ça leur monte à la tête. Ils feront le lien. Il y a les migrants climatiques. Alors justement, Alain, une seconde, je vais lancer la deuxième partie justement. Il y a d'autres chapitres à ce grand volet écologique ou pseudo-écologique du Grand Reset, de l'agenda mondialiste. D'autres chapitres comme par exemple la réduction de la consommation de régime carné. On a vu récemment la validation par les autorités européennes de la vente de larves aussi bien que d'insectes sur le territoire européen. On sait très officiellement dans les vidéos du Forum économique de Davos que les insectes seront au menu demain. Il y a également la question de ce dont on vient de parler, la question du réchauffement climatique qui produira des réfugiés climatiques. Et il y a également un immense mouvement en vue de la baisse de la natalité volontaire, en particulier dans le monde occidental. On voit même des couvertures de magazines où l'on voit des femmes avec des ventres barrés sur leurs robes. Par exemple, elles se font coudre des croix pour signifier leur vœu de ne pas avoir d'enfants. C'est tout un mouvement international désormais dans tout le monde développé.
Il y a également la question, on pourrait parler peut-être plus longuement de cela, puisque on a déjà commencé largement à élucider la question du décroissantisme des élites, mais il y a aussi quand même une sorte d'aspiration à une décroissance grassroots venue des populations. Peut-être de tout cela, les aspects les plus inquiétants sont encore celui de l'agenda des réfugiés climatiques, puisqu'on l'en voit là, cette fois, deux agendas se rejoindre et comme fusionner, Alain Soral, la question pseudo-environnementale d'une part, et la question migratoire, pour tout dire, le plan Kélergie de l'autre. Oui, bah là c'est le coup de génie aussi de nos maîtres, c'est que ils ont vu par exemple que ce qui était intéressant dans l'Afrique, c'était les matières premières, ce qu'il y avait dans le sol, mais que l'Africain était dur à gérer. La colonisation, ça marche pas bien, et la décolonisation, ça coûte aussi très cher finalement, et qu'en fait le rêve, c'est on vide l'Afrique de ses Africains pour pouvoir gérer les matières premières sans qu'ils nous emmerdent avec leurs revendications politiques et tribales, et en même temps on fait taire, on calme et on punit les blancs d'Europe en les métissant de force et en produisant des luttes horizontales entre identitaires et migrants. Et puis effectivement, on balance une grande culpabilité morale en sachant qu'on s'appuie sur le catholicisme zombie chez nous, en disant ces pauvres migrants, faut les accueillir puisqu'ils meurent de faim dans leur zone géographique historique à cause du réchauffement climatique et de la désertification. Donc on voit bien que les mecs qui ont pensé le grand reset, ils sont quand même très 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 malins, très intelligents, parce qu'on voit qu'ils arrivent à articuler un truc global où ils arrivent à nous faire passer 4 ou 5 pilules en même temps. C'est vraiment, c'est comme le vaccin où il y a 11 vaccins dedans, quoi. C'est que ça a des tas de dimensions, par rapport au prolo, par rapport à la classe moyenne, par rapport au profit, par rapport au métissage forcé, etc. C'est gagnant sur plein de plans. On parlait la dernière fois de la rupture de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui est, je pense, vraiment un des concepts clés du Great Reset, encore plus que le vaccin et le virus, et articulé aux réfugiés climatiques ou aux réfugiés alimentaires qu'on va voir. Et il faudra bien voir qui aura droit au statut de réfugié climatique et qui aura droit au statut de réfugié alimentaire. Et là, parce que j'y ai repensé l'autre jour, c'était une blague de Jamel Debbouze, tu vois, il y a 20 ans, qui disait un truc qui m'avait, à l'époque, m'avait marqué, mais il disait dans les films de science-fiction, c'est marrant, il y a des super blonds aux yeux bleus, il y a des super blacks, mais il n'y a jamais d'arabes dans les films de science-fiction, et on n'existe pas. Et là, je me suis dit, en fait, ça se trouve, les Nigériens, qui eux dépendent de l'aide alimentaire, puisqu'ils produisent pas, on ne produit pas de nourriture en Afrique, il n'y aurait que ça à faire, mais ils n'ont pas décidé d'en produire. Bon, passons. Donc on verra, au moment de la rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire, si par exemple, les 40 millions d'Algériens qui sont dépendants de l'aide alimentaire, ou les 100 millions d'Égyptiens agglutinés sur le Nil. Est-ce qu'on va les faire venir avec leur islam qui est très peu soluble dans la laïcité, ou est-ce qu'on va plutôt prioriser sur les gars du Ghana, du Nigeria, enfin, des questions qu'il faudra suivre, par exemple. Je pense qu'il y en aura qui auront moins droit au statut de réfugiés climatiques ou alimentaires que d'autres. Et peut-être que Jamel Debbouze aura eu une prophétie, et lui, il se sera métissé en passant entre les gouttes avant que le couperet tombe. Jérôme Alzan ? Qui dit réfugié climatique dit catastrophe climatique. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je travaillais sur le fameux Jean-Marc Jancovici, je tourne au rond, mais il est tellement central. Voilà ce que je lis sur son site aujourd'hui. Donc c'est l'association Carbone 4 qui préside, qui finance, qui conseille tout le CAC 40. Ça date de 14 janvier 2021. Bonne nouvelle, l'objectif de réduction annuelle des émissions de CO2 de 7,6% afin de rester sur la trajectoire promise par le GIEC a quasiment été atteinte en 2020, notamment grâce aux mesures liées à l'épidémie de Covid. C'est pas fini. L'année 2020 décroche cependant de tristes palmarès avec un nombre impressionnant de catastrophes naturelles. Cyclones, typhons, inondations, glissements, incendies, sécheresses. Suit un graphique avec le nombre de morts. Alors c'est quelques centaines de morts à chaque fois. Je vais juste rappeler quelques chiffres pour la France concernant les catastrophes climatiques. Épisode caniculaire de 1636, c'est sous Richelieu ça, 500 000 morts. Canicule de 1718-1719, 700 000 morts. Hiver 1709, 600 000 morts. Ouragan le plus destructeur de tous les temps, c'était sur les Caraïbes en 1780, 20 000 morts. Donc en fait, il y avait des centaines de milliers de morts en France à cause des épisodes un peu extrêmes de froid et de chaud. 600 000 morts, 700 000 morts, 800 000 morts. Alors, en France, on a perdu en un siècle 3 millions de gens uniquement par des catastrophes climatiques. Et à l'époque, il y avait 30 millions de sujets. Il faut quand même un peu rappeler tout ça. Donc les petites catastrophes qu'il y a eu là, cette année, elles sont rien à côté de ce qui s'est passé rien qu'en France au XVIIIe siècle. Il faut quand même le rappeler. Oui, sous Louis XIV, on était 20 millions de Français.
Oui, mais là, il faut comprendre l'idéologie dominante. C'est que, bon, d'abord, aujourd'hui, on a des images et on a le journal de 13 heures. Donc, avant, on les voyait pas, ces trucs-là. Les gens qui étaient à quelques dizaines de kilomètres d'un lieu où il y avait une catastrophe, ils en entendaient à peine parler. Et ce qu'on voit pas n'existe pas. Et puis aussi, il y a cette idée du règlement. C'est-à-dire que le monde est tellement technocratique aujourd'hui que pratiquement, quand on vous dit qu'il y a eu, par exemple, 20 000 morts de la grippe, ce qui est le cas tous les ans, on a l'impression que c'est 20 000 morts de trop parce qu'on ne devrait plus mourir. C'est-à-dire que la mort est une faute par rapport à une gestion technocratique qui devrait être qui devrait produire, je dirais, non pas une topographie, mais un espace isomorphe qui est exactement l'espace mathématique, vous voyez. Et en fait, l'idéologie dominante qui est mathématisée à mort, c'est ce qu'on appelle la technocratie, c'est qu'en fait, dès lors qu'il pleut trop ou qu'il fait un peu trop chaud, c'est qu'il y a un défaut de gestion, hein, c'est qu'il y a une faute humaine quelque part. C'est-à-dire qu'on n'admet plus que la réalité première du monde naturel est plutôt chaotique et plutôt faite de contrastes. Vous voyez, à la limite, dans cette vision technocratique absolue, la nuit serait presque un défaut de gestion parce que il n'y a pas de lumière pendant des heures et on peut rien faire. Vous voyez, et ça, je crois qu'on est là aussi dans une espèce de religion scientiste technicienne qui nous pénètre de façon idéologique sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'il faut presque faire un effort sur soi-même aujourd'hui pour se dire, il meurt 650 000 personnes en France chaque année et c'est normal. Vous voyez, et rappelez-vous que ça a commencé par punir l'automobiliste. À un moment donné, il y a eu une campagne en disant il est scandaleux qu'il y ait 15 000 morts par an à cause des accidents d'automobile. Aujourd'hui, on est descendu, je crois, en dessous de 6 000, alors qu'il y a 2 fois plus de bagnoles qu'en 74. Mais on nous dit que c'est encore 6 000 de trop. C'est-à-dire que l'objectif, quand même, à chaque fois, c'est 0 mort. Et cet objectif de 0 mort que les gens prennent pour un souci qu'a l'État par rapport à nous est en fait un prétexte de punition, de réglementation et de police permanente. En fait, j'ai expliqué ça il y a des années, les gens se foutaient de ma gueule, je dis que quand on dit que la Syrie est une dictature, c'est beaucoup moins dictatorial au niveau du code de la route et de la police de la route qu'en France. Vous voyez, en France, on vous traite de criminel si vous passez au feu orange à 4 heures du matin dans un carrefour où il n'y a pas eu de bagnole depuis 20 minutes. Si vous faites choper, vous êtes un criminel. Et je vous garantis qu'en Suisse, c'est bien pire. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà. Et ça, c'est toute cette idéologie qu'il faut comprendre, qui est l'idéologie technocratique. C'est que la mathématisation du monde et la comptabilité, qui est la même chose, demande en réalité de la stabilité. On n'aime pas le désordre. Hein. Et ça, les gens l'ont presque intégré comme une donnée, je dirais, positive. Et effectivement, quand on regarde dans l'histoire, parce qu'on arrive quand même à trouver des traces, il y a des périodes où la peste noire, je crois que c'est 1/3 de la population d'Europe qui disparaît. Hein. Et puis on s'en remet, quoi. Je veux dire, après, on refait des gosses, et puis on admet que c'est le fatum, on admet que c'est ça, la nature. Alors qu'aujourd'hui, la nature, je vous dis, c'est l'isomorphie, la constante et l'absence d'accident. Hein, voilà, l'accident qui est la norme, aujourd'hui, est considéré comme quelque chose qui devrait être éradiqué. Hein, et on est un peu dans le 0 mort. Qu'on soit dans le 0 mort en faisant en sorte que l'homme, il ne lui arrive plus rien. Moi, j'ai vécu une époque où le casque n'était pas obligatoire en mobilette, vous voyez, et même à moto. On choisissait d'en mettre un ou pas. Aujourd'hui, c'est le casque obligatoire parce que vous pourriez vous tuer, vous voyez. Et qu'à un moment donné, l'idée, c'est que tu ne dois plus mourir, tu ne dois plus avoir d'accident. Et si tu as un accident, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en faute, soit l'administration, soit toi. Alors qu'en fait, l'accident fait partie de la normalité. Et c'est ça que, idéologiquement, on est en train de faire semblant d'évacuer. Et c'est au nom de cette évacuation soi-disant positive qu'on est dans un état entièrement policier. Mais policier, pour nous, avec cet objectif, 0 mort, 0 accident. Voilà. C'est là où on voit encore fusionner des agendas différents. Hein. Il y a l'agenda policier, l'agenda écologique, l'agenda mondialiste. On voit vraiment une sorte de convergence des catastrophes. Xavier Poussard. Oui, et d'ailleurs, sur le 0 mort, il y a une réflexion qu'il faut faire et qui est faite d'ailleurs dans le livre du Great Reset. J'étais très surpris de le lire en ces termes. C'était sur l'Italie. Il disait, l'Italie, paradoxalement, c'est facile de les confiner parce qu'en fait, la société est encore catholique. Le tronc commun est le catholicisme et la famille, et l'articulation de la famille, de l'importance de la famille et du catholicisme fait que c'est facile de les confiner puisqu'ils ont des règles et se respectent les uns les autres, etc. Mais dans la phase suivante, le catholicisme et la famille vont être des freins. Dans la phase suivante du Great Reset. Et là, on voit très bien sur la prise de risque où ça a déconfiné et où les gens se sont réveillés à Naples. Et Naples, c'est une ville très très intéressante par rapport à ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire que c'est une ville de 5 millions d'habitants qui vit sous le Vésuve, qui manque à chaque instant d'exploser. Et si ça explose,
En 15 minutes, la ville est recouverte, alors qu'il faut peut-être, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 heures pour l'évacuer. Donc si vous voulez, les types vivent en sursis. Donc c'est pour ça qu'évidemment, ils portent pas de casque, et c'est pour ça que eux, avec cette histoire de virus, ils ont tout de suite réouvert les restaurants. Comparativement à une ville comme Milan, je signale qu'à Milan, où les gens ont vraiment respecté les gestes barrières, la distanciation sociale, en mettant les masques au bureau, etc. À Milan, on vient d'interdire la cigarette dans la rue pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, alors après, vous Ça, c'est pas vrai, ça. Voilà. C'est une blague. Alors après, vous êtes en Italie, donc il n'y a pas de flic pour appliquer la règle, donc bon, elle peut exister, puis en fait, bon, c'est très souple, mais bon, ça dit bien les différences de mentalité, et je trouve que l'exemple napolitain est vraiment significatif, c'est-à-dire que pour qu'il y ait vie, quelque part, il faut qu'il y ait la possibilité de la mort. Et on voit bien aujourd'hui, les gens n'ont pas d'enfants. Pourquoi ils n'ont pas d'enfants en Occident ? Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur. Ah, il y a le virus, il y a le réchauffement climatique, le chômage. Alors, et puis on veut pas renoncer à notre vie d'avant. Alors on regarde des séries Netflix. Et puis à 35 ans, 40 ans, 50 ans, puis ils n'ont toujours pas d'enfants, puis ça vient jamais. Alors que bon, on voit bien des populations bien plus déshéritées qui ont des ribambelles de gosses sans se poser ce genre de questions. Et ça me paraît être un élément assez central de ce qu'on vit en Occident actuellement. Alain Soral. Où est-ce qu'on peut, en France, ne pas porter de masque sans se faire emmerder ? En banlieue. Les banlieusards qui vivent à l'ancienne, je dirais, dans des situations beaucoup plus conflictuelles et avec un rapport au risque, d'ailleurs ce soit la mobilette sans casque, voire la mobilette volée, je vous garantis que si vous voulez pas porter de masque, vous vous installez dans une bonne banlieue chaude et là aucun flic vient vous emmerder et personne ne porte de masque et tous les gosses sont en train de jouer au foot en bas de l'immeuble. Hein. À l'inverse, l'idéologie bobo, l'idéologie zéro risque, zéro mort, qui est en fait beaucoup plus mortifère d'une certaine manière, même si elle est moins dangereuse d'un point de vue des statistiques policières, finalement, tu risques de te faire beaucoup plus chier au milieu des bobos dans des quartiers de luxe où tout est réglementé à mort et tout le monde est le flic de tout le monde. Finalement, à un moment donné, tu te sentiras peut-être mieux en banlieue au niveau des IVA et des racailles, mais au moins, si tu veux, tu te sentiras un être vivant avec ce que ça comporte comme risque permanent. Mais voilà, c'est presque deux choix de vie aujourd'hui qui sont totalement, je dirais, désarticulés. Hein. Il y a vraiment aussi deux sociétés aujourd'hui. Hein. C'est quand même un signe aussi de quelque chose qui sent mauvais d'un point de vue de la paix civile et de la paix sociale. Hein. C'est deux mondes qui ne communient plus du tout et qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs. Hein. Le bobo zéro risque d'un côté et le racaille de l'autre. Hein. On voit bien que les élites ont fait sécession, c'est-à-dire tout le sens de ce grand reset, c'est la sécession des élites dont parle depuis des décennies maintenant quelqu'un comme Christopher Lasch, plutôt bien introduit dans le monde francophone d'ailleurs par Jean-Claude Michéa. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même, Alain Soral, de ce mouvement, de cette campagne internationale de dissuasion, de génération, de renouvellement des générations du monde occidental? On voit aussi bien dans la presse féminine, pour laquelle vous avez travaillé, que vous connaissez bien, que dans, je dirais, la militance d'un nouveau genre comme Extinction Rebellion. Alors là, ça touche quelque chose d'un peu différent, mais qui nous touche directement, c'est de rendre, et la petite Greta Thunberg nous l'a d'ailleurs bien précisé, c'est de rendre responsable on va dire le mâle blanc de plus de 50 ans et avec un QI de plus de 120, responsable de tout le chaos dans lequel on est. C'est-à-dire que, l'air de rien, on vous explique que la modernité, qui était le scientisme, et qui était effectivement le monde technicien, qui est le monde des mâles blancs, a amené tout ce chaos, et qu'en même temps, l'écologie devrait s'accompagner de l'émasculation du mâle blanc qui maîtrise bien les sciences et les mathématiques. C'est de sa faute si c'est comme ça. Hein. Et on voit bien que remplacé par un migrant, d'ailleurs, le problème est réglé, il n'a pas fait les études de maths. Et là, on voit bien que le féminisme est mis à contribution, en ce moment très violemment, pour dire si on veut sortir de ce monde violent, parce que le fruit effectivement de cette épopée occidentale, qui est très masculine et très scientiste, si on veut sortir de tout ça, c'est l'écologie, mais c'est l'écologie avec des femmes et des migrants. Ce qu'il faut enlever, effectivement, c'est l'homme blanc cultivé. Voilà. Puis la vraie culture, en fait, c'est les sciences dures. Le reste, c'est quand même du blabla idéologique. Donc on voit bien que tout ça s'articule, parce que le mâle blanc cultivé, c'est quand même celui qui a les moyens intellectuels de comprendre le mieux l'arnaque dont on parle en ce moment. C'est nous. On arrive à comprendre. On a les moyens de défense. Et celui-là, aujourd'hui, il doit être foutu dehors par sa femme ou sa fille. C'est bien fait, parce que ça se fait dans les familles aussi. La guerre civile dans la famille. Et remplacé
par un migrant sympathique, considéré comme un mec qui est proche du monde animal. Hein. Il y a toute cette mépris racial qui s'habille en fait d'antiracisme. Quand c'est antiracisme, il est très ambigu, hein, parce qu'en réalité, c'est dire ces gens-là sont mieux que nous parce qu'ils sont plus proches du monde sauvage et du monde animal. Il y a cette idée-là, hein, de l'animalisme écologique. Hein. C'est pour ça que tout ça est très réversible et très ambigu. Ce qui est sûr, c'est que la cible prioritaire de ce complot mondialiste dans sa phase de démondialisation, c'est quand même celui qui pourrait expliquer tout ça et tenir tête et voir que derrière c'est un projet malthusien voire génocidaire. Et celui-là, c'est nous, hein, c'est nous, le mâle blanc de plus de 50 ans qui a un certain niveau d'intelligence et d'intelligence effectivement dans les secteurs où c'est utile, hein, de comprendre la complexité du réel qu'on a nous-mêmes produit. Et celui-là, il est menacé de mort par des accusations d'harcèlement sexuel permanent par les femmes, et aussi menacé par le migrant qui demain, effectivement, sera en concurrence avec lui dans une vision, alors là je dirais de darwinisme social, poussé même jusqu'au documentaire animalier. Hein. Ça sera un peu comme les documentaires animaliers nous ont d'ailleurs préparé à ça, hein, je dirais. Hein. Parce que vous avez vu qu'ils donnent des noms aux animaux maintenant. Hein. Alors un dernier aspect avant de nous séparer, messieurs, c'est, je dirais, un peu de prospective. Est-ce que la dernière étape de cet agenda pseudo-écologique, mondialiste, ce n'est pas la fusion, une fois de plus, de deux agendas, de l'agenda de l'état d'urgence, hier sécuritaire, aujourd'hui sanitaire, et reprenant un slogan, j'en parlais tout à l'heure, de Extinction Rebellion, demain, état d'urgence planétaire, état d'urgence écologique, fusion de tous ces états d'urgence. Xavier Poussard. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à un article du Monde qui est sorti là dans les développements de l'affaire Duhamel, et qui grosso modo reprochait en fait au siècle, si tu veux, d'être trop à droite. Très intéressant comme article, c'est-à-dire, pour relier à notre sujet, il y avait cette phrase qui disait tout. Quand on prononce le nom de Greta Thunberg au Club Le Siècle, on entend des ricanements. Et donc, en fait, l'affaire Duhamel avait eu le mérite de casser ce cénacle élitiste où on riait à l'évocation du nom de Greta Thunberg. Et là, on est typiquement dans le grand reset, quoi. C'est-à-dire que même le siècle doit disparaître comme étant une institution trop capitaliste, trop masculine, trop patriarcale, de droite. Vous voyez, alors que vraiment le siècle, je peux vous dire, jusque-là, c'était vraiment le temple de la pensée unique, quoi. Hein. Si vous étiez un tout petit peu souverainiste, un tout petit peu trop à gauche, un tout petit peu trop à droite, un tout petit peu nationaliste, enfin, vous rentrez pas au siècle. Il faut vraiment être dans la pensée unique. C'est encore des Blancs qui sont issus d'une culture humaniste, puisqu'ils ont un certain âge, qui ont encore été formés, on va dire, à l'ancienne. Donc ça veut dire que même quand ils admettent l'arnaque du Grand Reset, ils savent que c'est une arnaque. Et je pense que ce que le pouvoir de demain veut, c'est des gens qui ne se soumettent pas par calcul ou par corruption, mais qui se soumettent par adhésion naturelle. Parce que ces gens-là ne sont pas réversibles et ils coûtent beaucoup moins cher. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand je vois l'époque, qui est l'époque d'Ardisson par rapport à l'époque actuelle des animateurs de télé, Ardisson savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il trichait, il savait qu'il mentait. Je le connais suffisamment pour vous l'affirmer. Aujourd'hui, c'est remplacé par des gamins de 30 ans qui, au premier degré, adhèrent. Et quand ils adhèrent au premier degré, ils coûtent beaucoup moins cher. Parce que la corruption, un type, il vous vend son mensonge, il vous vend son adhésion. Et surtout, il y a toujours le moment où il peut se retourner parce que trop c'est trop, parce qu'il veut pas aller trop loin. C'est pour ça qu'il y a aussi un ménage qui est fait en ce moment chez ceux qui ont accompagné, je vous dis, c'est l'histoire de l'accordéon et de la logique dialectique, c'est ceux qui ont accompagné ce processus, à un moment donné, vont être dégagés eux-mêmes parce qu'ils l'ont accompagné comme une stratégie mensongère de pouvoir et qu'on a besoin de les remplacer par des gens qui y adhèrent, je dirais, au premier niveau. Et quand vous voyez l'idéologie majoritaire des campus américains qui forment les élites américaines de demain, on voit très bien que c'est des entreprises de décérébrage intégral par rapport à ce que ça pouvait être il y a encore 30 ans. On les apprend à être incapables de penser et à adhérer au premier degré, même de façon hystérique, le mot hystérie est important, à toute l'idéologie dominante la plus dangereuse et la plus destructrice. This is my fucking day off. I don't come to faculty meeting anymore because of all your racism. Y'all decided to become educators, to hold our futures in your hands. So why aren't you there supporting us? Like, where have you been? I would like to go now, but I also don't want to offend anyone by walking out. So would it be okay if some of us walk over? I don't know if you identify as white or not.
The fact that you're even afraid of offending somebody by leaving and going to support the students in which you all are here to serve is laughable to me. It's embarrassing. It's sad. It's disgusting. On a montré des vidéos de trucs de folie sur des campus américains, et n'oubliez que tout ça, c'est quand même notre avenir. Hein. Voilà. Justement, visiblement, le boulot a été fait par Jancovici, Jérôme, puisque il évangélise les nouvelles générations. Donc, les types sont complètement convaincus par avance, avant même d'avoir pris leur poste, de tout ce nouvel agenda. Jancovici, c'est très simple. On peut le résumer en 3 points. Il est pro-nucléaire. Il est anti-fossile, soi-disant à cause du peak oil. Donc il le justifie comme ça. Et il est anti-énergie renouvelable. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, tout doit être électrifié en France. Ça poserait une autre question. On ne peut pas électrifier tout, parce qu'en fait, il faudrait des stocks. L'électricité, ça se stocke difficilement. Il faudrait des quantités de batteries phénoménales. C'est même pas imaginable de le faire. C'est-à-dire que lui, de toute façon, c'est tout nucléaire. Le reste, on s'en fout. Donc là, ce sera que de l'électricité. Et la question du peak oil, il la défend bec et ongle. Au moment où nous sommes sur un plateau de production. Ça fait 5 ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus, en fait de liquide même n'augmente plus. Et derrière, ça va se mettre à décroître. Alors, la question, c'est, sachant qu'on va quand même racler un peu mieux ce qu'on a découvert, et sachant qu'on va encore découvrir des petits machins, comment est-ce que va s'organiser ce truc-là avant un déclin qui est totalement inexorable, puisque c'est des maths, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Mais quand on regarde dans le détail, c'est pas si clair. Je suis allé voir encore sur des sites de spécialistes. Vous avez 3 spécialistes, il y a 3 avis différents. Et lui, il dit que c'est définitif. Il dit qu'en 2022, c'est terminé. Mais il y a 4 ans, il disait que c'était en 2018. Exactement. Il y a 20 ans, Al Gore nous disait que c'était en 2020. Ça a même commencé en 75 le peak oil, hein, la fin du pétrole. Ça se décale tout le temps. Est-ce que je peux déployer un peu sur le peak oil parce que c'est un vrai sujet de réflexion. Hein. Je vous en prie, Alain. C'est notamment sur la théorie de l'énergie fossile. On nous dit que le pétrole, c'est en gros des animaux préhistoriques compressés par des milliers d'années, etc. Il y a une théorie alternative dont on ne parle jamais, qui est la théorie abiotique du pétrole. Et plus en fait, on se penche sur cette question, c'est d'où vient le pétrole, plus on voit que la théorie fossile, qui est une théorie du consensus, est en fait assez délirante. On ne se pose même pas la question. Pourquoi on dit fossile ? En réalité, alors si on reprend l'histoire, au début, le pétrole est affleurant, c'est-à-dire qu'on le trouve dans des régions où il sort lui-même du sol, que ce soit au Texas ou en Arabie Saoudite. Et comment aujourd'hui on trouve de plus en plus de pétrole malgré tout, c'est qu'on a de la technologie pour forer de plus en plus profond. Pourquoi les Russes sont devenus les leaders du pétrole ? C'est parce que comme ils ne croient pas à la théorie fossile, qui est forcément une théorie du pétrole relativement affleurant, parce qu'il ne peut pas y avoir de résidus fossiles à 30 km au fond de la Terre, c'est pas possible. Et les Russes, en fait, sont sur la théorie alternative, qui est la théorie abiotique, c'est-à-dire que le pétrole remonterait de la roche-mère, hein, voilà, c'est-à-dire que ça serait un élément naturel de quantité illimitée qui remonterait à la surface, et donc il y a des endroits où il remonte naturellement, de la roche-mère, et d'autres endroits, il faut aller le chercher. Et en fait, plus vous avez les moyens de forer profond, plus vous en trouvez. C'est-à-dire qu'à 50 km, il y en a partout. Et en fait, on n'arrête pas de trouver des nouveaux puits de pétrole, simplement en forant un peu plus profond. Alors évidemment, plus tu fores profond, plus c'est cher. Mais en réalité, avec le progrès, effectivement, de cette technique, et puis le fait que les nappes affleurantes traditionnelles commencent à se vider, le problème se déplace. Ça, voilà. Et en réalité, aujourd'hui, la théorie du peak oil est complètement dépassée. On le repousse en permanence. On se rend compte qu'il y a du pétrole partout si on sait aller le chercher. Ce qui valide de plus en plus la théorie abiotique du pétrole, qui est la théorie russe, contre la théorie fossile, qui est pratiquement indéfendable aujourd'hui, hein, si on creuse un peu ce que ça veut dire. Parce que d'ailleurs, on dit théorie énergie fossile, on ne sait même pas ce que ça veut dire en réalité. Bah si, en fait, c'est des dinosaures donc en fait, un jouet en dinosaure en plastique est un dinosaure, est toujours un dinosaure en fait. C'est des dinosaures qui ont cuit. Comment vous trouvez de l'énergie fossile à 50 km en forant dans la roche ? C'était valable tant que c'était de l'affleurant ou du presque affleurant. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des nappes vides qui se remplissent, en fait, parce qu'il y a des failles dans la Terre. On n'est même pas sûr, en fait, de ce qu'il y a au centre de la Terre. C'est une projection théorique. Personne n'a traversé la Terre de part en part pour savoir si au milieu il y a une boule de feu, etc. En réalité, tout ça est du consensus de type projection, mais on connaît encore moins le centre de la Terre que le fond des océans marins, où on découvre des trucs tous les jours, hein, à 10 km. Ben c'est sûr. Rien qu'à 10 km. Et je vous dis, penchez-vous sur la théorie abiotique par rapport à la théorie fossile, et voyez comment Jancovici nous a joué la carte de la fin du pétrole, et donc de la transformation radicale de l'économie mondiale, parce qu'il dit que le pétrole est une énergie qui nous est offerte, et qui est super, comment dirais-je, productive en énergie par rapport, par exemple, à la machine à vapeur qui était l'eau. Déjà, c'est assez mensonger parce qu'il y a un énorme travail de transformation à faire qui consomme de l'énergie, donc c'est pas une énergie qui nous est offerte.
Il faut aller la chercher, il faut la transformer. Mais je veux dire, toute la théorie du peak oil justifiait en fait les guerres impériales au niveau de la Caspienne, parce qu'il fallait aller chercher les réserves résiduelles qui restaient, qui était l'enjeu presque de la domination politique, c'était d'avoir le contrôle des réserves résiduelles, et donc il fallait aller botter le cul ou maintenir l'armée américaine pas là-bas, parce que si ce n'était pas les Américains, ça serait les Russes, etc. Donc ça justifie beaucoup de géopolitique, ça justifie beaucoup de militaires, alors qu'en réalité le pétrole, il suffit de l'acheter, ça coûte beaucoup moins cher de l'acheter que de le voler, on le sait. Donc il y a un énorme mensonge sur le pétrole, et cet énorme mensonge premier est déjà le mensonge sur lequel est assis Jancovici depuis 15 ans au moins, parce que moi ça fait longtemps que je le suis. Donc je vous invite, là c'est une porte que j'ouvre, intéressez-vous à l'arnaque, et au pourquoi d'ailleurs de l'arnaque de la théorie du peak oil, et intéressez-vous à la théorie abiotique du pétrole, et essayez de creuser le niveau de sérieux scientifique de la théorie fossile du pétrole. Et je vous garantis que là, c'est un peu comme le récentisme, c'est au moins un sujet de gymnastique intellectuelle et cérébrale très intéressant, parce que une fois de plus, on croit qu'on est assis sur des domaines de certitude, parce que chaque fois qu'on ne se pose pas de questions sur une des briques qui constitue le réel, quand on ne s'est pas posé la question, on l'admet comme valide. Et à chaque fois, effectivement, qu'on va s'intéresser à une des briques qui constitue la totalité du réel, on se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment de certitude et de consensus, et que tout doit être remis en question, et que souvent, ce qu'on admet, c'est simplement ce qu'on a, des domaines sur lesquels on n'a pas réfléchi. Et moi, à un moment donné, justement, parce que j'ai suivi Jancovici et que je trouvais ça intéressant au départ, parce qu'il était un alarmiste de la fin du pétrole, et il disait qu'on n'avait pas prévu l'après-pétrole, et qu'on allait avoir une chute d'efficacité énergétique, puisque le pétrole, qui était un cadeau des dieux, avec une puissance énergétique naturelle et donnée, on n'avait rien pour la remplacer demain, et que donc il faudrait admettre la décroissance parce qu'on n'avait pas pris les devants. Alors après, peut-être qu'il a dit qu'il fallait mettre tout dans le tout nucléaire ou l'électrique, etc. Mais dès le départ, en fait, Jancovici était dans une analyse et une vision alarmiste, en disant voilà, c'est la fin de la manne du pétrole qui était offert par les dieux et qui a permis la révolution industrielle. On arrive au bout et on n'a rien pour la remplacer. C'était sa théorie. Je vous garantis que plus je me suis intéressé à Jancovici, c'est pour ça que moi les commentaires que je mets sur ces vidéos, c'est escroc, plus je me suis rendu compte que ce mec n'était pas un penseur sérieux. Je pense même d'ailleurs que c'est un peu un abruti, c'est-à-dire qu'il y a un domaine d'escroquerie, puis il y a un domaine, c'est un bourrin. C'est vraiment un bourrin de la technocratie pseudo-mathématique pour moi. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre 1 million de Syriens en Europe. Je ne pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. Le changement climatique, c'est un déterminant direct. Les Syriens ? Oui. Le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante. Et c'est très exactement le même phénomène qu'on a eu au Maghreb, en Égypte et en Tunisie. C'est pas un mec qui pense. Et je vous garantis qu'il y a des moyens, il y a vraiment un chantier sur lequel s'amuser. C'est d'ailleurs un jeu intellectuel, je ne sais même pas si j'ai raison, mais je veux dire, de remettre en cause non seulement la théorie du peak oil, mais qui s'appuie effectivement sur la rareté intrinsèque des réserves fossiles. Et tout ça, ce sont des pseudo-certitudes sur lesquelles on construit tous les raisonnements sur lesquels on est aujourd'hui, au-delà même de la théorie de la taxe carbone. On a commencé le peak oil bien avant. Et tout ça, ce n'est absolument pas assuré d'un point de vue, je dirais, théorique et scientifique. Et ça a des conséquences géopolitiques et politiques énormes. Voilà. Et d'ailleurs, Jérôme, si tu veux te pencher sur la question avec ton œil de scientifique de haut niveau, ça m'intéresse. Je regarderai. Ah oui, théorie abiotique du pétrole. Voilà. Et je te dis, si les Russes sont devenus leaders dans le pétrole, alors qu'au départ ils n'en avaient pas, parce que tu remarqueras que ça se déplace. Il y a ceux qu'on avait, puis ceux qu'on n'ont plus, puis ceux que... Eh ben, c'est parce que les Russes sont sur la théorie abiotique, et eux, ils savent forer à 30, voire 50 km. Et à 50 km, il y a du pétrole partout, parce qu'en fait, il affleure de la roche-mère, tu vois. Enfin, il remonte des entrailles de la Terre. Et c'est une énergie inépuisable, selon la théorie abiotique. Voilà. Je regarderai. Mais en fait, moi, cette question-là m'a rarement intéressé, parce que d'une part, je pense qu'il y a une grande partie secrète. Aucune compagnie n'a intérêt à présenter son stock. Les États non plus. Exactement. Donc il y a une partie secrète et j'aime pas quand... c'est des trucs que je peux pas maîtriser, ça. Par contre, sur la nature abiotique, je regarderai, ouais. Un mot de conclusion, messieurs. Un dernier tour de table. Xavier, Jérôme, puis Alain, avant de passer au bonus. Pour compléter, il est évident qu'il y a une géopolitique de l'énergie derrière cette question un peu émotionnelle du réchauffement climatique. Et là, on a vu un exemple avec Jancovici qui est intéressant parce qu'il est sur deux vecteurs qui sont le vecteur GIEC
qui est le vecteur en fait de la guerre énergétique de l'Empire, c'est-à-dire via les Rockefeller, comme je l'ai expliqué. Et en même temps, il a la petite spécificité qui le rend sympathique de défendre le nucléaire parce que c'est les réseaux X du commissariat à l'énergie atomique avec encore un semblant d'intérêt national. Et un jour, je pense qu'il sera dénoncé d'ailleurs sur ce versant-là, puisqu'en fait, il faut faire du GIEC pur. Voilà, donc on est quand même allé assez loin dans ce 3e volet du Grand Reset. Et à la prochaine pour la suite. Merci Xavier. Un mot de conclusion, Jérôme Alzan. Je rappelle qu'on peut se procurer votre livre que les spectateurs voient depuis le début de l'émission sur la boutique de Contre-Culture. J'ai pas vraiment de conclusion parce que c'est un sujet, on pourra en parler des heures et des heures. Disons que je vois que l'écologie c'est très à la mode, mais je rappelle que l'écologie c'est une science, donc il faut se la coltiner, quoi. Il ne s'agit pas de faire comme... Parce que je me suis encore intéressé à ce que disait ce Janco. Je vois qu'il est suivi par le showbiz en général. Donc en fait, c'est devenu un espèce d'animateur. C'est une Instagrammeuse pour moi finalement à la fin, quoi. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens sérieux un petit peu plus qui parlent de tout ça. On en trouve, mais ça devient des niches un peu confidentielles, quoi. Donc mon message c'est bossez chez vous, essayez de vous cultiver sur les canaux alternatifs, on va dire. Voilà. Merci Jérôme. Voilà, chers amis auditeurs, il faut évidemment vous référer aux gens sérieux. Donc lisez le livre de Jérôme Alzan, lisez également les travaux de Camille Vert. Et puis je vous renvoie encore à l'émission que nous avions fait ensemble sur la question du réchauffement climatique anthropique pour comprendre un peu mieux certains des sous-entendus de cette émission. Alain Soral, un mot de conclusion avant de passer au bonus ? Un mot de conclusion, c'est de voir que les maîtres du monde, qui sont quand même tous sauf bêtes et qui sont quand même une organisation collective, leur but, c'est de garder le pouvoir et donc d'avoir un coup d'avance, et que en réalité, ils ne pensent pas, je pense, le contraire de ce qu'on vient de dire nous. Ils le savent, mais il y a deux manières quand on a compris les choses, c'est soit de les offrir au plus grand nombre dans une démarche un peu chrétienne de partage, ou soit de se servir de ce coup d'avance et de cette supériorité pour maintenir une position de domination avec un certain mépris pour les cons. Voilà, c'est à peu près ça. Donc moi je pense même pas que, par exemple, notre présentation alternative du réchauffement climatique brutalise les maîtres de Davos. Je pense qu'au haut niveau de la pyramide, ils savent très bien que tout ça et de l'idéologie dans le but d'obtenir des résultats politiques. Donc ce qui est intéressant après, c'est le vrai travail. C'est pour ça que c'est pas vraiment... on peut parler des milliers d'heures sur la faille intellectuelle et scientifique de l'association production de carbone et réchauffement climatique, mais c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre comment aujourd'hui les maîtres du mondialisme ont mis en place la démondialisation pour continuer à rester les maîtres et même à continuer à faire du profit, non plus sur une période de croissance, mais sur une période de crise, qu'il y a le profit dans la croissance, le profit dans la crise. Et en fait, c'est un peu les mêmes, c'est les mêmes qui surfent deux vagues différentes, on va dire, ou qui s'adaptent à des moments différents, qui sont d'ailleurs des moments qui s'enchaînent fatalement dans une logique hegelienne et dialectique. On est obligé, quand on est dans la croissance, d'anticiper sur la crise qui va déboucher de la croissance. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y a les maîtres de la croissance et puis après les maîtres de la crise. C'est les maîtres de la croissance, c'est aussi les maîtres de la crise, et eux, leur truc, c'est d'anticiper, d'avoir un tout petit coup d'avance sur le moment de déclenchement de la crise, qu'ils d'ailleurs peuvent déclencher eux-mêmes, quand ils savent qu'il n'y a plus d'autres moyens, parce que ce coup d'avance leur permet de continuer à s'enrichir et d'augmenter leur pouvoir, non plus sur la croissance, mais sur la crise. Et pour ça, étudier la crise de 29, qu'on nous présente en général comme une mauvaise réaction du pouvoir bancaire à une bulle. Alors qu'en réalité, non, ils se sont mis d'accord pour dire qu'à ce moment-là, ils allaient raréfier l'argent, alors qu'il fallait continuer à en mettre, pour que de cette bulle naisse, comment dirais-je, une crise grave, qu'on le voit dans les raisins de la colère, qui fait que plein de mecs se balancent par les fenêtres, en général des banquiers, et que vous verrez que ça a produit une concentration du capital énorme, et surtout l'élimination de toutes les banques régionales américaines au profit de la Réserve fédérale américaine et de ses succursales, vous voyez ? Donc en fait, là où je prétends que mon discours n'est pas complotiste et n'est donc pas trop rationnel selon le critère de réfutabilité de Carnap, qui est une arnaque, c'est un truc scientifique qui est projeté vers de l'idéologique, ça n'a aucune valeur, comme tous ces cons, là, Carnap et Russell et tout ça, c'est des bouffons, idéologiquement et politiquement, c'est de la bouffonnerie pour moi. Mais ça sera un autre sujet de le démontrer. C'est pas que mon analyse est trop rationnelle, c'est qu'en réalité, j'ai étudié ces questions. Comme je vous dis, Jancovici, moi, ça fait 15 ans que je m'y intéresse, et en réalité, quand on va chercher, on trouve, ça que je veux dire. C'est pas des spéculations. On voit très bien qu'il y a des réunions qui sont faites. Je veux dire, si
si Davos existe, si Bilderberg existe, si le siècle existe, c'est qu'il y a bien des puissants qui se réunissent en dehors des cercles officiels de réunion qui seraient les cercles légitimés par la démocratie électoraliste et qui anticipent, parce que le principe du pouvoir c'est l'anticipation, qui organisent et qui anticipent et qui ont des décisions collectives. Et en ce moment, la grande décision collective qu'on analyse par plusieurs aspects, ça s'appelle le grand reset. Donc aujourd'hui, la question n'est même pas de savoir si on est complotiste ou pas, ou trop rationnel. On regarde la réalité, on travaille, on va chercher les sources, et aujourd'hui, ce n'est même pas discutable. Je veux dire, Xavier a été le premier à lire le bouquin de Schwab, écrit d'ailleurs par Manuret, parce qu'il n'est même pas foutu d'écrire lui-même, et on voit bien que c'est programmatique, et que ça consiste bien à ce que des maîtres du monde, aujourd'hui, passent, on va dire effectivement, de la mondialisation à la démondialisation, qui est en fait la continuation de la vision mondialiste, faut pas oublier, dans une période effectivement de crise qui est totalement dans la logique du libéralisme, qui, je vous dis, est toujours des cycles avec une alternance. Et exactement d'ailleurs comme les cycles climatiques, on est toujours dans des logiques cycliques partout. Il n'y a jamais de linéaire et de plan constant, ça n'existe pas. Ça, c'est le fantasme technocratique et mathématique qui est une folie. En réalité, tout est topographique, pour s'intéresser justement à pourquoi, à un moment donné, un mec comme Deleuze s'intéressait par la philosophie à la topographie. Parce qu'en réalité, la réalité du monde, elle est pas isomorphe et plane, elle est topographique absolument partout. C'est-à-dire, ça fait comme ça, il y a des creux, il y a des vagues, etc. Oui, ce qu'il appelle un espace strié, oui. Voilà, il faut surfer ce réel, et donc tantôt monter, tantôt descendre, c'est-à-dire comme un marcheur, qui tantôt descend, tantôt monte, et non pas tenter à coup de, je sais pas combien, de pioche, d'araser le monde pour qu'il soit isomorphe et plan partout. Et je vous raconte que cette vision d'arasement du monde isomorphe, c'est exactement la vision de Jacques Delors et de l'Union européenne. C'est généraliser la courbure du concombre et faire en sorte que le travailleur soit le même au niveau de son idéologie, de sa pratique, de sa nourriture, de l'Estonie à l'Irlande. Vous voyez, il faut bien comprendre. Tout ça, c'est dans mon prochain bouquin, de voir que les mathématiques, à un moment donné, si on veut monter d'un cran dans le débat, Vincent Lapierre pourra pas comprendre, mais c'est pas grave, c'est que les mathématiques sont un outil de maîtrise du réel et de progrès, mais à un moment donné, l'idéologie mathématique se met à ne plus comprendre sur quel objet spécifique et qui la dépasse, elle travaille. Et à un moment donné, les mathématiques doivent être au service du réel, mais vouloir forcer le réel par les mathématiques et réduire le réel aux mathématiques devient quelque chose de totalitaire, de dangereux et même de fou, et je dirais d'irrationnel. C'est là la pensée dialectique. C'est que la raison poussée trop loin devient folle. Et on voit très bien d'ailleurs avec, si je prends un exemple très simple, l'égalitarisme, qui est une idéologie de gauche et qui est l'idéologie mondiale générale, c'est le sujet de mon livre. Quand on arrive à l'égalitarisme fou, où on nie la différence des sexes, et qu'on arrive au LGBTisme, et on arrive au fait que les gosses puissent choisir leur sexualité comme si c'était sur un marché, savoir s'ils vont être hommes, femmes ou ni hommes ni femmes, là on arrive à l'égalitarisme fou. Et c'est là où on voit bien que quand on pousse une rationalité trop loin, elle se retourne et elle s'inverse. Et qu'il faut toujours garder en lien le réel et le rationnel. C'est l'unité hegelienne du réel et du rationnel. Et là, on est dans des périodes de folie pour les abrutis et de violence et de méchanceté pour les élites, c'est ça que je veux dire, mais qui s'appuient sur les mêmes excès. Voilà. Nous, on fait ce travail en réalité, non pas de refus du réel, non pas de contestation magique du réel ou religieuse du réel, parce que ça finit par être du magique aussi, le religieux, quand on s'abrite derrière des écrits eschatologiques et uniquement ça pour se battre contre la réalité, c'est pas très bon signe non plus. Et donc, il faut faire ce travail qu'on fait nous en ce moment, de se servir de l'outil de la raison pour essayer effectivement de garder la maîtrise du réel et pas de tomber dans les deux fautes qu'il faut, c'est-à-dire abandonner la raison ou confondre à un moment donné le réel avec la mathématisation intégrale, ce qui s'appelle la pensée technocratique. Et je vous parle de ça parce que c'est le sujet de mon prochain bouquin, mais c'est aussi ça que ER fait, et je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire de façon aussi complète. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs que ça consiste pas à dire que Jancovici nous emmerde parce que c'est un techno, mais à le prendre sur son propre terrain et dire en fait finalement ce mec-là n'est même pas un mec qui maîtrise la complexité du réel par l'outil mathématique et statistique, c'est en fait un idéologue, un charlatan et d'une certaine manière un corrompu. Et moi je dis en dernière instance, je le ressens profondément quand je regarde ces conférences, c'est un peu comme Laurent Alexandre, c'est un abruti. Voilà. C'est un lourdingue. Pour moi c'est un mec, il n'est pas fin. Voilà. Et il faudrait quand même
Là, c'est Pascal contre Descartes, qu'on en permanence redécouvre cet esprit de finesse, hein, cet esprit dialectique. Voilà, c'est mon sujet en ce moment parce que je pense que ça devient absolument central. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin d'être plusieurs, comme vous le voyez. On a besoin de l'intelligence de Xavier, de l'intelligence de Jérôme, hein, qui sont des intelligences complémentaires. Voilà. Et puis la mienne qui essaye de passer de l'une à l'autre de façon souvent d'ailleurs plus intuitive que scientifique. Voilà ce que je dirais pour essayer de prendre un peu plus de hauteur encore. Très bien, merci Alain. Écoutez, chers amis auditeurs, c'est la fin de cette troisième édition du Grand Reset ou Le Grand Ménage avec Alain Soral, Xavier Poussard et Jérôme Alzan, auteur contre-culture pour son livre Mythes et réalité de la science, que je vous recommande vivement. Un petit mot de conclusion de ma part, je vous dirais que ce que je retiendrai de cette émission, c'est cette convergence de si nombreux agendas dans ce grand reset qui semble fusionner la question financière qu'on a vue lors du premier volet, la question du mondialisme évidemment, la question de l'écologie comme on l'a vu aujourd'hui, et également la question migratoire comme on a pu l'évoquer, même si ce sera probablement l'objet d'une autre émission. Et la question virale, camarades. Évidemment la question virale, merci Alain. Je vous propose de nous quitter désormais et on se retrouve de l'autre côté pour les bonus, chers amis auditeurs. Un journaliste, ça chôme ou bien c'est une putain. Son médiocre confort justifie son tapin. Ses infos, c'est de l'excrément. Il nous exècre, donc il nous ment. Pour le choix qu'il a fait de la voir, c'est navrant. Il déteste les gens. Il déteste les gens. Chesterfield, des rédactions connaissent toutes ses positions. Toujours soumis, jamais passif, il est de toutes les occasions. Il a modelé son existence. Il a su saisir sa chance. Il est parti en guerre contre ce monde de prolétaires. Il a détruit le sens